Ce salarié bon à rien reçoit Psychéide en tant que héros le plus faible de rang F, mais grâce à ses compétences légendaires en cuisine et à un pouvoir triche qui lui permet d'utiliser Amazon, il finit par faire de la bête magique SS son animal de compagnie. L'histoire commence dans une forêt, où une tarentule venimeuse tente de tendre une embuscade à un lapin. Cependant, au moment où elle bondit, Fell, le loup divin, tombe du ciel, tapotant légèrement le sol de ses pattes. Des ondes de tonnerre extrême traversent le corps de la tarentule, ainsi que celui des autres tarentules cachées dans les arbres alentours. Le travail est fait, et la seule raison pour laquelle Fell s'est donné la peine de tuer de si faibles créatures est qu'il a eu cette étrange idée de préparer un repas pour Mukoda à base de viande d'araignée. Mukoda n'en est pas totalement sûr, mais Fell le rassure. Si les carapaces des araignées sont retirées, elles deviendront comestibles. Sui sort alors du sac de Mukoda, exprimant son désir de participer au combat, car il s'est écoulé un bon moment depuis qu'elle a affronté des monstres. Mukoda lui promet qu'elle aura sa chance lors de la prochaine bataille. Voir Mukoda agir avec tant de gentillesse envers Sui rend Fell jaloux, car Mukoda semble ne jamais écouter ses instructions. Pourtant, ce n'est pas vrai. Depuis le premier jour, Mukoda a toujours suivi ses consignes à la lettre. En parlant de repas, Fell ordonne immédiatement à son chef inutile de lui préparer un déjeuner, prétextant qu'il est épuisé après avoir couru toute la journée en portant Mukoda et Sui sur son dos. Mukoda sait que ce n'est qu'une excuse ridicule, mais il y est habitué. Alors il fait simplement ce que Fell lui demande. Avant de cuisiner, il range les cadavres d'araignées dans son inventaire interdimensionnel à l'aide de sa magie de stockage. Une fois cela fait, il sort 3 types de viande. À gauche se trouve un ribeye, au centre une pièce de cireloin, et à droite un tas de viande hachée d'orque général. Soudain, Mukoda se heurte à un problème. Il n'a pas les bons ingrédients pour préparer un repas varié, mais il trouve alors une idée ingénieuse. Cuisiner un plat spécial appelé gyoza il ouvre l'épicerie en ligne pour acheter des feuilles de gyoza et des assaisonnements. Pendant qu'il parcourt la liste de courses, les yeux de Fell se posent sur du bœuf wagyu. Cependant, Mukoda refuse d'acheter le wagyu, car il n'en a pas besoin pour sa recette de gyoza. Il ignore les suppliques de Fell et se concentre sur les ingrédients essentiels. Les assaisonnements se limitent à 2 items, du bouillon de poulet et de l'huile de sésame. D'autres ingrédients supplémentaires seraient utiles, mais Mukoda les possède déjà, donc il n'a pas besoin de les acheter séparément via l'épicerie en ligne. Il commence par hacher finement un chou et un bouquet de ciboulettes. Ensuite, il ajoute de la pâte de gingembre et d'ail à la viande hachée. Il ne s'arrête pas là et ajoute également de la sauce soja, du saké, de la poudre de bouillon de poulet, de l'huile de sésame, du sel et du poivre. Une fois le tout bien mélangé, il incorpore le chou et la ciboulette hachée. Puis, sur une pâte ronde et plate, il place une petite quantité de cette farce viande-légumes avant de refermer chaque gyoza avec soin. Sui participe aussi à la confection des gyozas, mais au début, elle échoue à les refermer correctement. Mukoda lui montre son erreur et lui explique qu'elle a simplement mis trop de farce dans chaque gyoza. Sui comprend rapidement et devient, peu après, aussi experte que Mukoda. Après avoir préparé tous les gyozas possibles, Mukoda les fait dorer à la poêle, puis ajoute un peu d'eau mélangée à de la farine avant de couvrir la poêle avec un couvercle. Une fois que la vapeur de la farine s'est évaporée, il verse un filet d'huile de sésame autour de la poêle et sert les gyozas sur une assiette. Fell et Sui salivent devant ce délice, se jettent dessus et, comme d'habitude, expriment combien ils adorent le plat. Ils réclament une seconde portion, et Mukoda accepte avec plaisir. Après avoir répété le même processus, il prépare un autre lot pour eux et en réserve également pour son propre déjeuner. Alors qu'il s'apprête à manger, un petit dragon surgit de nulle part et lui saute au visage. Fell reconnaît cette minuscule créature comme un pixie dragon extrêmement rare, ce qui signifie qu'il n'est pas un bébé, mais qu'il est naturellement minuscule. La raison pour laquelle le pixie dragon a été attiré ici est clairement l'odeur de la nourriture. Mukoda le comprend et lui donne un gyoza. Le petit dragon l'avale avec bonheur avant de littéralement supplier Mukoda d'en recevoir un. Mukoda donne donc le reste de son déjeuner au petit dragon et, en le regardant manger, remarque à quel point il est mignon. Fell le met toutefois en garde. Il ne faut pas se laisser attendrir par son apparence, car ce dragon peut être féroce. En plus, les dragons des fées sont connus pour leur grande maîtrise de la magie.
Une fois son repas terminé, le dragon saute soudainement de nouveau sur le visage de Mukoda et forme de force un contrat avec lui, devenant ainsi son familier sur le champ. Désormais lié par le pacte, Mukoda est capable de comprendre le langage du petit dragon. Il lui demande pourquoi il a agi ainsi, et le dragon lui répond qu'il l'a fait uniquement pour pouvoir goûter d'autres plats délicieux à l'avenir. Celui accueille joyeusement le nouveau venu dans leur équipe, et le dragon se lie rapidement d'amitié avec la Slim et le loup Fenrir. Quant à leur maître, il se demande, désespéré, s'il aura un jour son mot à dire parmi toutes ces créatures mythiques. Le dragon réclame ensuite que Mukoda lui donne un nom. Fidèle à sa réputation de grand donneur de noms, Mukoda le baptise Dora-chan. Le nom est un peu embarrassant, mais le système le valide aussitôt, avant même que Dora ait le temps de protester. Mukoda jette un œil aux statistiques de Dora et reste stupéfait. Cette créature a plus de 100 ans. Dora, humiliée d'avoir hérité d'un nom si enfantin, fait la moue, mais Fel tente de le réconforter en lui disant de ne pas s'en faire. Après tout, ce crétin a bien essayé de l'appeler Pochi, ou Koro autrefois. Sui donne aussi son avis, affirmant qu'elle n'a jamais eu de problème avec le nom que Mukoda lui a donné, et elle assure à Dora qu'il finira par s'y habituer. Mukoda, soulagé de voir ses 3 familiers s'entendre si bien, se rend ensuite à la ville de Krail avec eux. Là, il enregistre officiellement Dora comme son 3e familier auprès de la guilde des aventuriers. La réceptionniste de la guilde lui apprend alors que le maître de la guilde souhaite lui parler. Ce dernier, un nain nommé Rodolfo, veut confier à cet étrange cuisinier aventurier une mission d'exploration forestière. Il explique que les monstres de la forêt sont récemment devenus très agressifs, rendant les lieux dangereux pour quiconque ose s'y aventurer. Beaucoup d'activités économiques de la ville dépendent pourtant des ressources récoltées dans cette forêt. C'est pourquoi Rodolfo demande à Mukoda de découvrir la cause de ce phénomène étrange. Ce genre de mission n'a rien à voir avec les compétences habituelles de Mukoda. Mais Dora, sûre de lui, déclare que les monstres de cette forêt ne posent aucun problème. Elle n'est remplie que de simples araignées. En entendant cela, Mukoda se rend compte que la forêt dont parle Rodolfo est la même où Fel avait chassé les tarentules venimeuses plus tôt, ce qui signifie que le problème a déjà été réglé par eux. Mukoda montre à Rodolfo les araignées qu'il a vaincues, et en apprenant que la soie de ces araignées est très recherchée par de nombreuses entreprises de confection, il s'excuse auprès de Rodolfo d'avoir involontairement tué des monstres aussi précieux. Rodolfo n'est pas du tout en colère. Au contraire, il est heureux que cet aventurier mystérieux ait éliminé de si dangereux monstres tout seul. Rodolfo explique qu'il peut simplement vendre les carapaces et les toiles de ces tarentules pour obtenir une somme d'argent colossale, donc cela en vaut largement la peine. Il mentionne aussi que, si la viande est bouillie dans de l'eau salée, elle a un goût absolument délicieux. Mukoda reste sceptique, mais à cause des plaintes incessantes de ses 3 familiers, il n'a d'autre choix que de cuisiner la viande d'araignée. Il propose de vendre à Rodolfo les carapaces et les toiles en échange du traitement de la viande, et Rodolfo accepte aussitôt. Pendant que le nain s'occupe de la préparation de la viande, Mukoda et ses 3 familiers explorent la ville et visitent le marché. Ayant porté la même chemise malodorante pendant toute une saison, Bro veut de nouveaux vêtements. Alors il passe en mode shopping complet et achète une montagne d'habits qu'il ne portera probablement jamais. Ensuite, ils retournent à la guilde, où Rodolfo leur annonce qu'il a terminé la cuisson de la viande bouillie, et Mukoda n'en revient pas. Cette viande d'araignée ressemble exactement à de la chair de crabe. Il goûte à contre-cœur et s'exclame à quel point la viande est délicieuse et pleine d'umami. Cela le motive à préparer un vrai repas. Et bientôt, il concocte une salade de crabe, du riz frit au crabe, des rouleaux de printemps frits au crabe et une omelette au crabe. La seule raison pour laquelle il prépare autant de plats est de célébrer l'arrivée de Dora. Quoi qu'il en soit, ils se mettent tous à table quand Mukoda a soudain envie de déguster du crabe grillé. Bien qu'au départ, les pattes violettes de l'araignée ne ressemblent en rien à du crabe, une fois bouillies, elles prennent une belle couleur rouge vif. Et c'est à ce moment-là que la viande devient enfin appétissante aux yeux de Mukoda. Il fait griller la viande dans son propre jus et s'apprête à en prendre une bouchée. Mais Fel intervient, le grondant pour avoir voulu goûter seul à ce nouveau plat. Il demande alors si le dieu peut faire quelque chose pour améliorer le couteau. Héphaïstos lui répond qu'il peut renforcer n'importe quelle lame qu'il forge pour en faire une arme de qualité supérieure.
Bien sûr, il n'a aucune intention d'offrir gratuitement sa bénédiction de forgeron. Il exige donc en échange un peu d'alcool. Pendant ce temps, Vahana s'intéresse aux objets venus d'un autre monde que Mukoda vend dans son supermarché, ce qui met les déesses en colère. Naturellement, Héphaïstos les ignore et se concentre sur la bénédiction de Mukoda, mais il se rend vite compte que celui-ci n'a absolument aucun talent pour la forge. Son regard se tourne alors vers Sui, en qui il décèle un immense potentiel. Voyant qu'il ne peut rien faire pour Mukoda, Vahana en profite pour proposer de renforcer ses pouvoirs de combat. Mais Mukoda refuse, expliquant qu'il n'aime pas se battre. Vahana lui rappelle cependant qu'il va bientôt explorer un donjon, ce qui le fait hésiter. Finalement, Mukoda lui demande de bénir plutôt Fel et Dora. Les deux dieux commencent donc à bénir Fel, Dora et Sui, tandis que Mukoda commande des offrandes pour tous les dieux. Une fois leurs présents reçus, les dieux masculins se régalent de leur nourriture, tandis que les déesses s'extasient devant leurs produits de beauté. Se souvenant que Mukoda les avait déjà négligés dans le passé, Minrir le met en garde de ne plus jamais oublier ses offrandes. Mukoda soupire, désespéré à l'idée de devoir encore envoyer davantage d'offrandes, puis décide de se concentrer sur l'étude des nouvelles capacités de forgeron de Sui. Il pense que le donjon sera une bonne occasion de tester ses talents fraîchement acquis, mais Fel lui rappelle qu'il possède déjà du mithril pur provenant du lézard de mithril qu'il a vaincu. En se souvenant du minerai, Mukoda demande à Fel pourquoi il voulait quand même aller chasser dans le donjon, alors qu'ils en ont déjà. Le loup hausse simplement les épaules. Mukoda sort alors les morceaux de mithril de son espace de stockage et demande à Sui de les transformer en couteaux spéciaux. Sui prend les morceaux et les dissout dans son corps gélatineux. Après de longs bruits de bulles et de gargouillis, Sui finit par produire un magnifique couteau de cristal, et Mukoda remarque immédiatement qu'il est d'une qualité exceptionnelle. Soulagé, il se dit qu'ils n'auront pas besoin de risquer leur vie dans un donjon dangereux. Mais Fel, frustré, boude, car il espérait pouvoir goûter à la chair de quelques monstres exotiques du donjon. Lorsqu'ils arrivent enfin à Dolan, Mukoda déborde d'impatience à l'idée d'explorer la ville, tandis que Fel se réjouit déjà des défis que lui réserve la cité des donjons. Étant un froussard certifié, Mukoda n'a aucune envie d'y mettre les pieds, mais ses familiers lui rappellent qu'ils sont venus ici pour faire traiter la viande du dragon terrestre. Ravi à cette idée, Fel fonce vers la ville, mais ils sont rapidement contraints de faire la queue à la frontière urbaine. Dora, un peu agacée, demande pourquoi ils ne peuvent pas simplement passer en force, mais Mukoda lui rappelle qu'ils ne peuvent pas contourner la sécurité comme une bande de clandestins. Après que Mukoda ait calmé ses bêtes, les autres personnes dans la file remarquent enfin les créatures légendaires qui l'accompagnent, et la terreur se lit sur leur visage. Mukoda s'empresse d'expliquer que ces monstres sont simplement ses familiers, tandis que les gardes-frontières accourent pour comprendre le vacarme. Il leur dit qu'il est seulement venu rencontrer le maître de la guilde. Après avoir présenté sa carte d'aventurier, les gardes échangent des regards hésitants, se demandant s'ils doivent vraiment le laisser passer. C'est alors qu'un elfe au visage harmonieux s'avance vers eux. L'elfe déclare que Mukoda est son invité, car il est celui qui voyage avec toutes ces créatures rares. Se présentant sous le nom d'Elrond, maître de la guilde de Dolan, il écarquille les yeux en apercevant Dora assise sur l'épaule de Mukoda. Il conduit immédiatement Mukoda et ses familiers à l'intérieur de la guilde, expliquant que Rodolfo lui a déjà parlé de leur arrivée. Puis, il fait apporter un perchoir magique conçu pour les dragons, afin que Dora puisse s'y installer. Mais celui-ci préfère de loin rester lové dans le sac de Mukoda. En voyant cela, Elrond commence à noter frénétiquement toutes ses observations pour ses recherches. Dora, mal à l'aise, observe l'elfe qui s'agite autour de lui, tandis que ce dernier se demande pourquoi le petit dragon agit si différemment des descriptions enregistrées. Elrond se souvient alors du dragon terrestre et entraîne Mukoda vers l'entrepôt pour procéder à son traitement. Mais son assistant, un certain Yuger, l'interrompt brusquement pour lui rappeler qu'il a une réunion avec le chef de la guilde marchande. Alors qu'Elrond tente de reporter le rendez-vous, Yuger lui lance un regard si meurtrier qu'il préfère se taire. Une fois dans l'entrepôt, Elrond demande à Mukoda de lui montrer le dragon, se souvenant à quel point ces créatures légendaires peuvent être redoutables. Elrond se souvient que, dans sa jeunesse, une grande expédition avait été organisée pour abattre un dragon. À cette époque, il n'était qu'un aventurier de rang B, et on ne l'avait même pas autorisé à participer au traitement de la viande du monstre. Après cet événement, il s'était juré de devenir plus fort.
Il s'était entraîné sans relâche jusqu'à atteindre le rang S, uniquement pour avoir la chance de revoir un dragon un jour. Mais depuis, personne n'avait osé en tuer un autre. Aujourd'hui, son vœu se réalise enfin. Mukoda déploie devant lui l'immense corps du reptile légendaire. À la vue de la créature, Elrond en reste bouche bée. La convoitise se lit dans ses yeux, tandis qu'il sort de drôles d'instruments d'expérimentation pour examiner la viande. Avec un enthousiasme frénétique, il commence à mesurer chaque partie importante du dragon pour ses recherches. Fell, impatient, grogne. Pourquoi ne pas simplement leur donner la viande? Mukoda le calme d'un ton las, avant qu'Elrond ne lui demande ce que Dora aime manger. Mukoda lui répond que le petit dragon n'a pas vraiment de préférence. Il mange absolument tout ce qu'il prépare. Cette révélation bouleverse totalement le monde d'Elrond. Selon toutes les archives, les dragons fées sont censés être strictement herbivores. Mukoda précise pourtant que Dora dévore aussi bien les légumes que la viande. L'elfe, interloqué, lui demande alors comment il peut communiquer avec une telle créature. Quand Mukoda explique qu'ils échangent par télépathie, Elrond est stupéfait. Il se met aussitôt à le bombarder de questions, incapable de contenir sa curiosité scientifique. Heureusement, Yugger finit par le tirer en arrière, tout en s'excusant pour le comportement incontrôlable de son maître. Il garantit malgré tout qu'Elrond est un excellent artisan lorsqu'il s'agit de traiter des matériaux rares. Fell, de son côté, veut simplement savoir quand il pourra enfin goûter à la viande du dragon. Elrond, surpris, lui demande s'il ne veut pas aussi conserver la précieuse peau et les autres composants, mais Fell ne pense qu'à manger. Voyant le loup si désespéré, Elrond se met à supplier Mukoda de lui laisser un morceau, promettant de leur offrir de belles découpes en échange. Mukoda et sa bande finissent par s'allonger dehors, totalement épuisés par le flot incessant de paroles de l'elfe. Fell se souvient avec agacement à quel point Elrond les avait harcelés de questions absurdes pour ses recherches. Malgré toute son énergie, Elrond n'avait pas réussi à traiter tout le dragon en une seule journée. Et désormais, le groupe a la sensation que leur vie a perdu tout sens. Les ventres gargouillants, Mukoda décide finalement de commander quelques plats instantanés. Dora, intriguée, observe l'écran avec de grands yeux. Il n'a encore jamais vu la boutique en ligne. Dès que Fell l'aperçoit, il demande aussitôt à Mukoda s'ils peuvent, cette fois, acheter du wagyu. Mais Mukoda remarque qu'un festival est en cours au Japon, et il décide donc de commander de la nourriture typique de ces fêtes. Une fois les plats et ingrédients livrés, il sort une grande marmite et commence à se préparer. Ses familiers le regardent avec curiosité, se demandant pourquoi il utilise un récipient aussi étrange. Mukoda leur explique qu'il va y cuire les légumes. Fell fronce aussitôt les sourcils. Il déteste les plantes. Mais Mukoda lui dit de patienter, que la saveur finale en vaudra la peine. Il chauffe la marmite, met les légumes sur le côté, puis ajoute la viande avant d'arroser le tout d'une sauce parfumée. L'arôme se répand rapidement et sa bande de gloutons peine à se retenir. Quand le plat est enfin prêt, Mukoda sert Fell, qui fait la moue en voyant que la moitié de son assiette est remplie de légumes. Mukoda l'encourage à goûter quand même. Dès la première bouchée, Fell reste silencieux, savourant la richesse du goût. Bientôt, les autres se laissent tenter à leur tour. Et finalement, Fell abandonne son aversion pour les légumes, demandant même une seconde portion. Mukoda, satisfait, nourrit tour à tour tous ses compagnons, avant de sortir une boîte de sandwich au beurre pour lui-même. En ouvrant la boîte, il voit Sui s'approcher, intrigué. Mukoda lui tend un sandwich, et la petite gelée tombe instantanément amoureuse de ce goût sucré. Voyant sa réaction ravie, Fell et Dora viennent eux aussi réclamer leur part. Mukoda leur en donne un morceau chacun. Les deux savourent la douceur du sandwich, mais trouvent qu'il est beaucoup trop petit pour eux. Ils commencent aussitôt à en redemander, suppliant leur maître de leur donner plus de friandises. Mukoda, désespéré, se demande ce qu'il a bien pu faire pour mériter de tels partenaires aussi gourmands. Le lendemain matin, les yeux cernés, il se traîne jusqu'à la guilde des aventuriers, ses familiers l'ayant empêché de dormir toute la nuit en réclamant encore du dragon grillé. À son arrivée, il salue Yugger, tandis qu'Elrond sort de son entrepôt, l'air épuisé comme s'il venait de courir 5 marathons d'affilée. Tout excité, il explique qu'il a passé la nuit entière à étudier et expérimenter sur le corps du dragon et qu'il est enfin prêt à commencer la découpe.
Il sort alors un couteau spécial en mithril pour percer la peau épaisse de la créature légendaire. Cependant, lorsqu'Elrond tente de couper la peau du dragon, la lame se brise net, comme du verre, sous les yeux médusés de tous. Ils se mettent aussitôt à pleurer, dévastés d'avoir brisé le précieux trésor de la guilde. Fel, abasourdi, lui demande comment il compte préparer la viande de dragon sans couteau. Elrond, dépité, répond qu'il lui faudra forger une lame encore plus résistante que le mithril, ce qui prendra du temps avant de pouvoir traiter la carcasse. Cette nouvelle plonge Fel dans un profond désespoir. Il s'effondre au sol, anéanti, convaincu que sa vie vient de perdre tout sens. Pendant ce temps, Yugger explique à Mukoda que la guilde ne possède aucun autre couteau en mithril. Il ajoute qu'ils devront récupérer du minerai de mithril dans le donjon pour en forger un nouveau. Aussitôt, Fel bondit, prêt à foncer tête baissée vers le donjon. Mais Mukoda l'arrête juste à temps, lui rappelant que s'il se déchaînait là-bas et détruisait tout pour un peu de mithril, il deviendrait trop célèbre et attirerait l'attention, ruinant ainsi leur paisible quotidien. Fel, après un long soupir, finit par se calmer. Pour lui remonter le moral, Mukoda décide de préparer un déjeuner simple mais savoureux. Il sort de fines tranches de viande d'orque et les fait revenir avec les légumes restants du repas précédent. Tout en remuant les ingrédients dans la poêle, il ajoute des sauces et des épices, rehaussant les arômes jusqu'à ce qu'un parfum irrésistible embaume l'air. Lorsque le tout est prêt, il verse la préparation sur un lit de riz blanc fumant. Avant que Fel ne plonge dedans, Mukoda casse un œuf par-dessus pour ajouter une touche de douceur. Dès la première bouchée, Fel oublie aussitôt le dragon. Dora, Sui et les autres se joignent au festin, savourant chaque bouchée avec enthousiasme. Mukoda pousse un soupir de soulagement. Au moins, plus personne ne se plaint. Pour l'instant. Mais, au fond de lui, il sait qu'il devra trouver une solution au problème du dragon tôt ou tard. Pendant ce temps, dans le ciel, les 4 déesses se lamentent encore, pleurant que Mukoda ne leur envoie plus aucun présent. Soudain, 2 silhouettes apparaissent, furieuses de voir les déesses abuser de leur pouvoir pour extorquer des offrandes à un simple mortel. Les voix s'élèvent, la dispute éclate. Mukoda, agacé, supplie les déesses de le laisser en dehors de ça, mais les 2 hommes s'en mêlent. Le premier se présente. Il est Héphaïstos, le dieu de la forge. Le second, plus imposant, se nomme Vean, dieu de la guerre. Lorsque Mukoda comprend qu'Héphaïstos est un maître forgeron divin, une lueur d'espoir s'allume dans son regard. Il demande si le dieu peut faire quelque chose pour le couteau. Héphaïstos répond qu'il peut améliorer n'importe quelle lame qu'il forge pour qu'elle soit de meilleure qualité. Bien sûr, il n'est pas prêt à offrir sa bénédiction de forgeron gratuitement, alors Héphaïstos exige un peu d'alcool de sa part. Pendant ce temps, Vaan s'intéresse aux objets surnaturels du supermarché de Mukoda, ce qui met les filles en colère. Naturellement, Héphaïstos les ignore et se concentre sur le fait de bénir Mukoda, mais il se rend compte que Mukoda n'a aucun talent pour la forge. Puis, l'attention du dieu se porte sur Sui, qu'il considère comme ayant un grand potentiel. Voyant qu'Héphaïstos ne peut pas améliorer Mukoda, Vaan décide de saisir l'occasion pour augmenter ses pouvoirs de guerre. Cependant, Mukoda refuse, disant qu'il n'aime pas se battre. Mais Vaan lui rappelle qu'ils vont bientôt explorer un donjon. Ensuite, il commence à réfléchir à une autre cible. Alors, Mukoda lui dit de bénir Fel et Dora. Alors que les deux commencent à bénir Fel, Dora et Sui, Mukoda commande des offrandes pour tous les dieux. Une fois qu'ils reçoivent les offrandes, les garçons apprécient leur repas, tandis que les filles s'extasient sur leurs produits de beauté. Se souvenant du passé négligent de Mukoda, Minrir le met en garde de ne pas oublier ses offrandes à nouveau. Il se sent frustré de devoir envoyer encore plus d'offrandes aux dieux, alors il tourne son attention vers l'étude des compétences de forge de Sui. Il pense que le donjon sera une excellente occasion de tester les nouvelles capacités de Sui. Mais Fel lui rappelle qu'ils ont déjà du mithril pur provenant du lézard de mithril qu'il a vaincu. Se souvenant du minerai, Mukoda demande à Fel pourquoi il voulait chasser dans le donjon, alors qu'ils en avaient déjà, mais le loup se contente de hausser les épaules. Ensuite, Mukoda plonge la main dans son stockage d'objets et en sort des morceaux de mithril. Il demande à Sui de les transformer en couteaux spéciaux. Alors Sui prend les morceaux et les dissout à l'intérieur de son corps. Après beaucoup de bouillonnement et de gargouillement, Sui produit enfin un magnifique couteau de cristal.
et Mukoda remarque immédiatement qu'il est de haute qualité. Il est soulagé de ne pas avoir à risquer sa vie dans le donjon dangereux, mais Fell s'agace car il voulait goûter à quelques monstres exotiques. Par la suite, Mukoda rend visite à Elrond, qui traverse une véritable crise existentielle parce qu'il n'arrive pas à trouver une lame meilleure que le mithril. Le voyant si désemparé, Mukoda confie à Yugger le couteau en mithril que Sui a fabriqué, lui demandant de le remettre à Elrond. L'elfe, avec la plus grande prudence, approche la lame du corps du dragon, craignant qu'au moindre faux mouvement, le couteau et ses espoirs ne se brisent à nouveau. Cependant, la lame fend aisément la peau épaisse de la créature, stupéfiant Elrond par sa qualité exceptionnelle. Il s'interroge sur la manière dont Mukoda a pu obtenir une pièce d'une telle perfection, mais ce dernier feint d'avoir une source top secrète. Elrond, tenté de le questionner davantage, se ravise et retourne à la préparation du dragon. Mukoda se demande alors combien de temps il lui faudra pour tout traiter. Elrond lui répond qu'il aura besoin d'au moins 3 jours. Fell, frustré, gronde en entendant cela, mais Mukoda lui rappelle que le dragon est une créature gigantesque, regorgeant de viande à découper. Fell finit par acquiescer, mais propose d'explorer le donjon pendant qu'Elrond travaille. Mukoda refuse aussitôt, terrifié à l'idée d'y mettre les pieds. Mais Sui, lui aussi, se met à supplier Mukoda de le laisser s'amuser un peu. Finalement, un peu plus tard, ils se retrouvent à l'entrée du donjon. La réceptionniste les prévient qu'il leur faudra peut-être un mois entier pour en sortir. Elle conseille à Mukoda d'emporter beaucoup de provisions s'il prévoit de s'enfoncer dans les étages les plus profonds. Elle ajoute qu'aucun aventurier n'a jamais réussi à terminer ce donjon de 30 étages, ce qui pousse Mukoda à envisager aussitôt de faire demi-tour et de rentrer chez lui. Mais Fell lui lance un regard menaçant. Alors, Mukoda tente de le raisonner. Sans une bonne réserve de nourriture délicieuse, ils devront se contenter de restes pourris dans l'obscurité du donjon. L'argument fait mouche, Fell se calme enfin, et ils décident d'attendre. Souriant devant leur obéissance, Mukoda les emmène faire les courses. Il achète toutes sortes de légumes à cuisiner dans le donjon. C'est alors qu'il remarque, devant une boutique, un poêle magique. Fell s'étonne. Pourquoi Mukoda voudrait-il un poêle aussi énorme ? Mukoda lui explique que ce serait très pratique pour cuisiner. À ce moment, le marchand sort et commence à lui vanter les mérites de ses produits. Il explique que le poêle est également équipé d'un four gigantesque, capable de rôtir un monstre cacatrice tout entier, ce qui éveille immédiatement la curiosité de Mukoda et son envie d'essayer de nouvelles recettes à base de monstres. Lorsque Mukoda demande le prix du poêle magique, le marchand lui répond que cela coûte 860 pièces d'or. Sous le choc, Mukoda manque de faire une crise cardiaque. Mais Fell, l'estomac sans fond, insiste pour qu'il l'achète, son appétit insatiable ayant déjà des rêves de nouvelles recettes. Sous la pression de Fell, de Sui et même de Dora, Mukoda finit par céder et achète le poêle magique. Plus tard dans la soirée, il prépare le dîner dans d'énormes marmites. Avec l'aide de Sui, il sert à tout le monde des bols remplis de viande tendre et juteuse. Le lendemain, Mukoda décide de cuisiner plusieurs jours de provisions avant d'entrer dans le donjon. Pour son premier plat, il choisit de braiser de la viande de Général Orc. Ensuite, il prépare des rouleaux de choux farcis au sanglier rouge avant d'enchaîner avec un simple sauté de bœuf et de légumes. En ajoutant les ingrédients dans la poêle, il ressent une certaine satisfaction à l'idée d'utiliser tout ce qui lui restait. Puis, il verse un mélange généreux de légumes, d'épices et de viande dans une grande marmite pour concocter une délicieuse soupe à la viande d'orque. Après cela, il prépare un ragoût de wyvern nappé d'une sauce riche et parfumée. Mais Fell s'interpose brusquement, impatient de goûter avant même que la sauce ne soit prête. Avec tous ces plats enfin terminés, Mukoda se dit qu'ils sont fin prêts pour affronter les premiers jours dans le donjon. Ses compagnons, affamés, s'excitent à la vue du festin, mais Mukoda les arrête aussitôt. Toute cette nourriture est réservée pour l'expédition. Une fois le repas terminé, il commence à ranger et nettoyer sa chambre. C'est alors que Sui entre, brandissant une épée qu'il vient de forger pour lui. Mukoda admire la lame, fine, tranchante et parfaitement équilibrée, convaincu qu'avec une telle arme, il sera plus en sécurité dans le donjon. Sui grimpe sur son épaule, tout fier d'avoir aidé son maître, mais leur moment de calme est interrompu par des coups frappés à la porte. Yugger entre, l'air pressé, et leur annonce que le dragon de terre a enfin été entièrement découpé et traité.
Mukoda se prépare alors à rassembler ses affaires pour se rendre à la guilde, mais Yuger le retient. Il a encore trop de travail pour pouvoir l'accompagner. Touché par sa fatigue, Mukoda part seul au hall des aventuriers. Là, il trouve Elrond, complètement absorbé par l'observation de plusieurs flacons remplis de sang de dragon étincelant. Mukoda essaie d'attirer son attention, mais l'elfe ne décroche pas un mot, fasciné par la beauté du liquide. Ce n'est qu'après un long moment qu'il se tourne enfin vers lui, le visage illuminé de joie. Avec fierté, Elrond lui montre les montagnes de matériaux extraits du dragon. Des écailles, des griffes, des os et du cuir d'une qualité exceptionnelle. Déclarant que ces derniers jours avaient été les plus beaux de sa vie, il demande à Mukoda s'il accepterait de vendre une partie des matériaux au profit de la... Bien sûr, Mukoda accepte aussitôt. Après tout, il est complètement fauché depuis qu'il a acheté le poil magique. Ravi, Elrond lui propose d'acheter 2 flacons de sang de dragon, précisant qu'ils servent à concocter les potions de soins les plus puissantes du marché. Il demande aussi la moitié du foie, dont les effets curatifs sont encore plus puissants que ceux du sang. Enfin, il supplie Mukoda de lui céder une dent du dragon, affirmant qu'il pourrait en forger une épée d'une qualité légendaire. Mukoda accepte de lui vendre ces objets, mais reste intrigué. Pourquoi Elrond se limite-t-il à si peu de matériaux? L'elfe lui explique alors, embarrassé, que ces quelques pièces suffisent à vider la trésorerie entière de la guilde. Il n'a tout simplement pas les moyens d'en acheter davantage. Il offre à Mukoda près de 4000 pièces d'or pour les précieux matériaux, une somme que celui-ci accepte avec un large sourire. Il reste toutefois stupéfait. Comment quelques morceaux pouvaient-ils valoir autant? Et combien pourrait-il gagner s'il vendait tout le dragon? Pendant ce temps, Fel, lui, n'est pas impressionné. Il ne voit aucune trace de viande de dragon et soupçonne immédiatement Elrond de la garder pour lui. Il le menace d'un ton glacial, mais Elrond reste calme et lui explique que la viande est simplement entreposée dans une salle réfrigérée magique, afin de préserver sa fraîcheur. Il les conduit alors jusqu'à la pièce en question. Un vaste espace recouvert de glace enchantée, où des montagnes de viande reposent dans une lumière bleutée. Satisfait, Fel retrouve le sourire, tandis que Sui aide Mukoda à transférer toute la viande dans sa propre dimension de stockage. Quand tout est enfin rangé, Elrond, un peu timide, demande s'il pourrait goûter lui aussi à la chair du dragon. Mukoda se souvient de sa promesse et accepte volontiers. Fel, Dora et Sui trépignent déjà d'impatience à l'idée de savourer cette viande mythique. Ravi, Elrond les invite chez lui pour cuisiner dans de meilleures conditions. Mukoda s'installe dans le jardin verdoyant de l'elfe et sort son gigantesque poil magique. Ébahi, Elrond ne peut s'empêcher d'admirer l'objet, un appareil si sophistiqué qu'il n'en avait jamais vu de semblable. Puis, en voyant Mukoda utiliser sa boîte à objets, il bombe le torse et déclare fièrement en posséder une lui aussi. C'est la première fois que Mukoda rencontre quelqu'un d'autre capable d'en utiliser une. Elrond lui explique que les elfes possèdent naturellement une grande affinité avec la magie, et qu'en combinant ses talents du vent et de la forêt, il fut jadis un aventurier de tout premier rang. Pendant qu'Elrond continue de bavarder sans s'arrêter, Mukoda, lui, l'ignore complètement et se concentre sur la cuisine. Il commence par frotter du sel et du poivre sur les énormes tranches de viande de dragon, avant d'éplucher soigneusement les légumes destinés à accompagner le plat. Après avoir haché des oignons et des carottes, il dispose le tout dans un grand plat, ajoute un filet d'huile d'olive et quelques épices, puis glisse le tout dans le four magique. L'appareil se met à briller doucement, tandis qu'une odeur exquise emplit l'air. Fel, Dora et Sui bavent littéralement devant le four, hypnotisés par le parfum. Même Elrond, pourtant si digne d'habitude, finit par se coller à Fel pour tenter de se rapprocher encore un peu plus de la source du fumet. Quand le rôti est enfin prêt, Mukoda sort le plat fumant et le pose sur la table. Il pique la viande avec un cure-dent et constate qu'elle est cuite à la perfection, tendre et juteuse. Il la tranche en fines lamelles, puis la nappe d'un filet de sauce à l'ail, la préférée de Fel. « Allez, régalez-vous !» dit-il en souriant. À peine a-t-il fini sa phrase que tout le monde pousse un cri de joie et se jette sur la nourriture. Mukoda, lui, prend calmement une bouchée et sent aussitôt une explosion de saveurs. La chair de dragon mêle la richesse du bœuf, la tendresse du porc et la douceur du gibier, le tout relevé d'une touche sauvage. Il comprend enfin pourquoi Fel tenait tant à en goûter.
Ses familiers, eux, ne disent plus un mot. Ils avalent à une vitesse effrénée. Fell, la bouche pleine, déclare qu'il devrait chasser d'autres dragons pour faire des réserves, avant de s'inquiéter qu'ils finissent par disparaître de la surface du monde. Mukoda, effrayé par l'idée, lui ordonne de ne pas exagérer. Bientôt, les assiettes sont vides et tous réclament une deuxième portion. Mukoda leur sert le reste, puis, curieux, demande à Dora « Dis, ce n'est pas un peu du cannibalisme pour toi ?» Le petit dragon ricanant lui répond qu'il est d'une autre espèce que les dragons terrestres, donc que ça ne compte pas. Mukoda préfère ne pas s'attarder sur cette logique douteuse. Il remarque soudain qu'Elrond, assis à sa chaise, pleure à chaudes larmes. L'elfe le remercie d'une voix tremblante. « Goûter une viande aussi divine, c'est une bénédiction des dieux eux-mêmes. » Mukoda, mal à l'aise devant tant d'émotions, détourne les yeux. Mais malgré la bizarrerie du moment, ils finissent tous par vider le plat jusqu'à la dernière miette, comblés et heureux. Sur le chemin du retour, Fell se sent plein d'énergie grâce à toute la viande nourrissante qu'il vient de dévorer. Tout excité, il annonce qu'ils visiteront le donjon dès le lendemain. Mukoda, pour sa part, décide d'envoyer ses offrandes aux dieux avant d'oublier. Plus tard dans la nuit, il parcourt la section des desserts de son épicerie en ligne, pendant que les déesses l'observent avec impatience. Voyant leur attente, Vahan demande à Ninrir si elle a accordé à Mukoda une compétence défensive. Elle répond qu'elle lui a simplement donné une bénédiction du vent. Vahan lui reproche d'avoir été trop avare, soulignant que Mukoda pourrait se blesser sans une véritable protection. Sous le regard inquiet des autres déesses, Vahan leur demande ce qu'elle ferait si, par malheur, Mukoda perdait la vie dans le donjon. Héphaïstos leur rappelle alors que Mukoda est leur seule source de friandises, venue d'un autre monde, et le silence s'installe. Soudain, Ninrir panique en réalisant qu'elle doit protéger à tout prix son distributeur vivant de sucreries. Les autres déesses comprennent alors leur erreur. Héphaïstos déclare qu'il prépare justement une bénédiction spéciale pour Mukoda. Pendant ce temps, Mukoda, ignorant tout cela, envoie paisiblement ses offrandes. Mais quand Héphaïstos parle de lui accorder un pouvoir spécial, Mukoda refuse catégoriquement. Il ne veut pas être redevable à un autre dieu. Cette réponse met Héphaïstos en colère, qui finit par lui imposer la bénédiction sans son consentement. Vahan éclate de rire, ravi à l'idée de pouvoir lui soutirer encore plus de boissons. Les déesses, elles, se réjouissent de savoir Mukoda désormais mieux protégée. Le lendemain, Mukoda retourne à l'entrée du donjon avec son groupe. Là, il retrouve la réceptionniste nonchalante qu'il avait rencontrée dans sa première ville. Elle se présente sous le nom de Vianka. Mukoda s'interroge sur son transfert, et Vianka lui explique que la guilde de Dolan a demandé du renfort aux autres guildes, le donjon étant devenu très populaire récemment. Pendant qu'elle achève calmement l'enregistrement, Mukoda remarque qu'elle ne semble là que pour admirer Fell, la grosse boule de poils. Alors qu'ils se tiennent à l'entrée du donjon, Dora et Sui ressentent une grande excitation à l'idée du défi qui les attend. Mukoda, lui, avale sa salive nerveusement en regardant vers l'obscurité béante de l'entrée, jusqu'à ce que Fell lui rappelle qu'il n'est plus question de faire demi-tour. Rassemblant tout son courage, Mukoda finit par descendre les marches, entamant ainsi l'exploration du premier niveau. Fell renifle l'air et détecte la présence de quelques monstres faibles dans les environs. Mukoda remarque que les monstres les plus puissants et les meilleurs trésors se trouvent vers les 10e et 15e niveaux. Fell lui dit alors de grimper sur son dos pour aller directement à la partie intéressante, ignorant complètement les cris terrifiés de son maître. Le Fenrir fonce à travers les couloirs du donjon, écrasant sans effort tous les monstres qui se trouvent sur son passage. Soudain, une flèche surgit de nulle part et manque de peu de transformer Mukoda en nourriture à monstre. Heureusement, la barrière magique de Fell bloque le projectile. Il explique alors que Mukoda vient simplement de marcher sur un piège. Mukoda se demande comment un donjon, pourtant une formation naturelle, peut contenir des pièges aussi bien placés. Fell lui répond que chaque donjon est comme une créature vivante, attirant les humains avec ses trésors afin de les tuer grâce à ces monstres et d'absorber leurs nutriments. Pendant que Fell poursuit son explication, des flèches plus puissantes se mettent à marteler la barrière, terrifiant Mukoda au plus haut point. L'un des pièges déclenche même une immense trappe, mais Fell utilise un sort de vent pour planer au-dessus. Tandis que le Fenrir arrogant se moque du donjon et de ses pièges ridicules,
Dora et Sui le félicitent pour ses talents impressionnants. Après une longue course, Fel atteint enfin le 10e étage du donjon. Mukoda lui demande ce qu'il compte faire et Fel répond que les monstres de ce niveau sont encore bien trop faibles. Sachant que le boss de ce niveau n'est qu'une tarentule venimeuse, Dora s'ennuie déjà, convaincue qu'ils pourront l'écraser aussi facilement qu'une araignée domestique pour descendre plus profondément. Fel se dirige alors droit vers la salle du boss. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent un groupe d'aventuriers tremblants de peur à la vue du Fenrir. Mukoda se précipite pour leur expliquer que Fel est son familier, ce qui les rassure aussitôt. Il leur demande ensuite pourquoi ils sont tous rassemblés devant la porte de la salle du boss. Les aventuriers expliquèrent alors que les donjons obéissaient à de nombreuses règles tacites. Il s'avérait que tant qu'un groupe n'avait pas terminé de combattre un boss, les autres ne pouvaient pas entrer dans sa salle. La seule exception était lorsque le groupe demandait de l'aide. Dans ce cas, ceux qui intervenaient recevaient l'intégralité des butins laissés par le boss vaincu. Après ces explications, les aventuriers avertirent Mukoda qu'il existait de mauvaises équipes qui volaient les butins d'autres aventuriers, ce qui ajoutait un souci de plus à sa liste. Mukoda s'assit donc pour attendre pendant que les autres groupes affrontaient le boss. Un peu plus tard, ses familiers commencèrent à s'ennuyer, mais Mukoda leur rappela qu'il fallait rester patient. Bientôt, le dernier groupe sortit de la salle et annonça à Mukoda qu'il pouvait entrer. Il se demande pourquoi il revenait en arrière au lieu de descendre plus profondément. Les aventuriers lui expliquèrent alors que les monstres des étages supérieurs étaient bien trop puissants pour eux. Comprenant leur raison, Mukoda hocha la tête et entra à son tour dans la salle, qui s'assombrit aussitôt. La terrifiante tarentule venimeuse rugit en leur direction, et Mukoda se mit à hurler comme une fillette. Mais Dora la foudroya d'une boule de feu, la réduisant en cendres. Le fier dragon voltait autour de la salle, ravi de sentir ses pouvoirs renforcés par la bénédiction du dieu de la guerre. Lorsque le corps du boss disparut, une multitude d'objets précieux apparurent sur le sol. Mukoda ramassa une patte d'araignée-ours et comprit que le donjon traitait automatiquement les objets pour lui offrir les meilleures parties. Malgré sa fatigue, Fel le pressa d'avancer vers l'étage suivant. Là, ils tombèrent sur un terrifiant général orc, le boss final de l'étage. Avant même que Mukoda ait le temps d'avoir peur, son équipe transforma l'orc en côtelette de porc. Après le 11e étage, leur groupe continua d'explorer plus profondément, mais tout le monde finit par s'épuiser à force d'utiliser sa magie. En remarquant leur faim, Mukoda se demanda où ils pourraient s'installer pour dîner, et Fel partit repérer une salle dégagée. Lorsqu'ils atteignirent l'endroit, ils découvrirent plusieurs groupes d'aventuriers se reposant dans cet espace sûr. Le groupe de Mukoda s'assit dans un coin, quand soudain ils furent accueillis avec enthousiasme par la troupe de Werner. Surpris de croiser un visage familier, Werner serra la main de Mukoda, heureux de revoir un vieil ami. Ils s'assirent ensemble pour discuter un moment. Werner expliqua que son équipe était récemment arrivée en ville pour explorer le donjon. Mukoda lui confia qu'il était censé se rendre dans la ville maritime de Berlin, mais que Fel avait eu une envie irrésistible de découvrir le donjon avant tout. En riant des caprices de Fel, le groupe remarqua les nouveaux familiers de Mukoda. Intrigués par Dora, Mukoda leur apprit qu'il s'agissait d'un puits, ils demandèrent des nouvelles de Sui, et Mukoda, tout fier, le présenta comme sa bombe nucléaire en forme de Slim préféré, complètement sous le charme de la mignonne créature. Les deux filles se mirent aussitôt à s'extasier devant Sui et Dora. Werner, intrigué, se demanda comment Mukoda avait fini avec deux familiers aussi exotiques en plus de Fel. Mais Mukoda expliqua qu'ils étaient simplement une bande de gloutons égoïstes qu'il avait suivis à cause de sa cuisine. Riant de sa propre infortune, Mukoda décida de partager une partie de son dîner avec le groupe. Sachant que le plat coûtait 10 fois la valeur de tout ce qu'il possédait, Werner hésita, mais finit par accepter, incapable de résister à l'envie d'y goûter. Voyant que le groupe avait du pain, Mukoda sortit son ragoût de wyvern pour le leur servir avec. Pendant un instant, le groupe hésita à toucher à ce mets précieux, mais dès la première bouchée, ils se jetèrent dessus avec enthousiasme. Leur bouche emplie de saveurs divines, ils n'avaient plus de mots pour exprimer leur admiration. Mukoda, les voyant ainsi, se sentit comblé de bonheur. Mais très vite, quelqu'un demanda quelle viande il avait utilisée pour le ragoût. Lorsqu'il révéla qu'il s'agissait de wyvern, le groupe manqua de s'étouffer de stupeur.
Werner s'excusa auprès de Mukoda d'avoir mangé un ingrédient si rare, mais Mukoda leur expliqua que Fell et Sui avaient chassé l'équivalent de 3 camions entiers de wyvern, et qu'il lui en restait donc beaucoup. Malgré leur hésitation, ils finirent par demander une autre portion, incapables de résister à la tentation. Une fois le repas terminé, le groupe de Werner se leva pour explorer davantage l'étage. Mukoda leur souhaita bonne chance, et ils partirent, pendant que Fell lui rappela qu'il était temps d'avancer vers les étages plus profonds. Très vite, ils se mirent à balayer les niveaux inférieurs, traitant les malheureux boss du donjon comme de simples mannequins d'entraînement. Lorsqu'ils atteignirent le 16e étage, Mukoda remarqua que l'atmosphère devenait plus sombre et menaçante. Fell expliqua que les donjons devenaient toujours plus sinistres à mesure qu'on descendait, mais il posa soudain le pied sur une dalle piégée. Tout le donjon se mit à trembler. Mukoda se cramponna à Fell, qui remarqua un énorme rocher tombant d'un piège situé derrière lui. Paniqué, Mukoda se mit à courir comme une poule affolée, avant que Fell ne pulvérise le rocher d'une rafale de vent. La puissance du sort projeta Mukoda au sol, le visage contre terre, avant qu'il ne se relève, grognant. Après un long moment, le groupe atteignit le 20e étage. Dora demanda à Mukoda s'il était impressionné par leur force. Mukoda, peu concerné, allait répondre quand Sui l'interpella, ayant repéré quelque chose d'étrange dans un mur. En inspectant l'endroit, Mukoda découvrit une cavité contenant un coffre au trésor caché. Aussitôt, il se mit à chanter les louanges de Sui. Ravi d'avoir mis la main sur... Avant qu'il ne puisse ouvrir le coffre sans réfléchir, Fell le retint brusquement en arrière, lui rappelant que le coffre pouvait très bien être piégé. Effectivement, lorsque Mukoda utilisa son sort d'évaluation sur le coffre au trésor, il découvrit qu'il contenait un gaz empoisonné capable de provoquer des effets bien pires qu'un cancer des poumons. Déçu, Mukoda renonça à l'ouvrir, mais Fell lui proposa de s'en charger à sa place, puisque sa bénédiction majeure le protégeait contre les poisons. Avant que Fell ne puisse toucher au coffre, Mukoda reçut un message de Ninrir. Comme il possédait déjà 3 bénédictions mineures de ses compagnes divines, cela équivalait désormais à une bénédiction majeure, ce qui le rendait invulnérable au poison. Toute joyeuse, Ninrir l'encouragea à profiter pleinement des défis palpitants du donjon. Mukoda, rassuré, annonça à Fell que ces 3 bénédictions mineures avaient désormais l'effet d'une grande et qu'il pouvait donc ouvrir le coffre sans danger. Dès qu'il souleva le couvercle, un nuage de gaz toxique s'en échappa brusquement, emplissant la pièce. Quand la fumée se dissipa enfin, Mukoda jeta un coup d'œil à l'intérieur, pour n'y trouver absolument rien. Furieux d'avoir été dupé, il sentit une nouvelle motivation l'envahir. Il allait descendre plus profondément dans le donjon et trouver un vrai trésor cette fois. Après quelques minutes d'exploration du 21e étage, il tomba sur un coffre bien plus imposant. Fell fit remarquer que, vu sa taille, il devait sûrement renfermer quelque chose de spécial. Cette fois, Mukoda prit ses précautions et analysa le coffre avant de l'ouvrir. Le verdict tomba. Ce n'était pas un coffre, mais un mimique déguisé. Cependant, entouré de ses 3 familiers redoutables, Mukoda se sentit assez confiant pour l'affronter. Il dégaina son épée en mithril et s'avança prudemment pour ouvrir le coffre. Aussitôt, celui-ci dévoila une gueule garnie de crocs et bondit sur lui. Pris de panique, Mukoda donna des coups d'épée frénétiques, tranchant le monstre en morceaux jusqu'à ce qu'il ne se transforme en un tas de planches éclatées. Quelques instants plus tard, le mimique vaincu se métamorphosa en un véritable coffre au trésor. Mukoda l'ouvrit et découvrit à l'intérieur un tas de joyaux et d'accessoires précieux. Non loin de là, Dora remarqua une porte menant vers le 22e étage, et tout le groupe s'y engagea. Cette fois, Mukoda resta bouche bée. Le nouvel étage s'ouvrait sur un immense ciel dégagé, sans les couloirs de pierre habituels. Même Fell, habituellement impassible, ne put cacher son excitation à l'idée de ce que ce niveau pouvait bien renfermer. Mukoda, quant à lui, sentit une boule d'angoisse monter dans son ventre. Et si ce nouvel étage cachait un danger qu'il ne pourrait... Cependant, Fell détecta soudainement une présence familière non loin de là, et sans prévenir, il se mit à courir à toute vitesse dans cette direction. Après quelques minutes, ils débouchèrent dans une clairière où une nuée de gigantesques mantes religieuses tueuses les prit en embuscade. Les créatures terrifièrent Mukoda, mais Fell, d'un simple souffle enflammé, les réduisit toutes en cendres. Mukoda se demanda alors pourquoi il avait encore peur, sachant très bien qu'avec Fell à ses côtés, aucun monstre ne représentait une menace. Pendant ce temps,
Dora et Sui crièrent sur Fell, frustrés qu'il ne leur ait laissé aucune chance de se battre. Voyant la dispute s'envenimer, Mukoda proposa calmement qu'ils combattent à tour de rôle pour que chacun puisse s'amuser. L'idée plut à tout le monde, et ils acceptèrent aussitôt. Ainsi, lorsque le groupe croisa un énorme ours, ce fut Dora qui entra sur le champ de bataille. Excité, le petit dragon fonça sur la bête et la transperça d'un coup sec, comme une lame dans du beurre. Vint ensuite le tour de Sui, qui fit face à un essaim de papillons vénéneux. Fell la prévint que ces créatures pouvaient la paralyser avant d'aspirer tous ses fluides vitaux, mais Sui n'eut qu'à tirer quelques lasers piou-piou pour les faire fondre en un instant. Après avoir traversé une bonne partie de l'étage, Fell sentit que la présence familière qu'il avait repérée plus tôt se rapprochait de plus en plus. Avant qu'il ne puisse aller vérifier, Mukoda le retint, supposant qu'il s'agissait probablement du boss de l'étage. Il proposa de renforcer leurs statistiques en mangeant un bon repas de son magasin en ligne avant d'affronter l'ennemi. Fell, qui ne refuserait jamais une occasion de manger, accepta avec plaisir, tout en affirmant qu'ils étaient déjà assez puissants pour vaincre le boss sans aide. Mukoda commanda alors du wagyu haut de gamme et tout un assortiment de plats succulents. Devant la montagne de mets appétissants, les trois familiers commencèrent à baver, au point de créer une petite flaque sous eux. Une fois la nourriture arrivée, ils se jetèrent dessus et engloutirent tout en un éclair avant d'en réclamer une deuxième portion. Étonné par leur vitesse, Mukoda leur en servit encore, puis s'assit enfin pour manger un peu lui aussi. Mais à peine eut-il pris 2 bouchées que ces monstres insatiables demandèrent une 3e tournée. Rassasiés jusqu'à la dernière miette, Fell, Dora et Sui s'affalèrent au sol, repus et heureux. Mukoda, curieux, vérifia alors leurs statistiques. Celle de Fell avait augmenté de 50% et celle de Dora et Sui affichait des hausses tout aussi folles. Il se demande s'ils n'en avaient pas trop fait, mais conclut que ce n'était pas grave puisqu'ils allaient affronter un boss. Ses compagnons, intrigués, voulurent savoir combien ses propres stats avaient augmenté. Mukoda ouvrit alors son menu, pour découvrir à sa grande déception qu'il n'avait gagné qu'un maigre 5% de bonus. Tous le regardèrent d'un air dépité, tandis qu'il riait nerveusement, un peu honteux d'être le plus faible du groupe qu'il commandait pourtant. Après avoir vérifié leurs améliorations, le groupe se met en marche en direction de la présence que Fell ressent. Les 3 bêtes sont excitées à l'idée d'affronter enfin un véritable adversaire, tandis que Mukoda, lui, commence à stresser. Très vite, Fell s'arrête, surpris. Un serpent Vasuki de rang S se trouve tout près. En découvrant le rang terrifiant de la créature, Mukoda manque de faire une crise cardiaque. Il remarque que le serpent est capable d'expulser un brouillard toxique capable de lui faire pourrir les entrailles. Mais Fell lui explique qu'il n'a rien à craindre grâce à ses bénédictions divines. Sui et Dora se préparent aussi au combat contre la bête redoutable, alors que Mukoda, lui, se cache derrière un arbre comme un lâche absolu. Fell lui rappelle qu'il possède lui aussi une bénédiction majeure. Mais Mukoda n'a pas le courage de mettre un pied sur le champ de bataille exaspéré par son attitude pathétique. Les 3 bêtes avancent d'un pas décidé vers le serpent. Ce dernier crache immédiatement son brouillard empoisonné, mais les 3 compagnons l'ignorent complètement et continuent leur charge. Fell paralyse le serpent d'un éclair, tandis que Sui fait fondre son cou avec de l'acide. Puis Dora l'achève en transperçant net son cou, laissant la créature s'effondrer sans vie. Alors que les « machines à tuer » de Mukoda célèbrent leur victoire, celui-ci sent un profond malaise en constatant à quel point ils sont monstrueusement puissants. Le boss est déjà vaincu. Fell repère ensuite un cercle magique destiné à les téléporter à l'étage suivant. Il avertit Mukoda. Ils doivent tous toucher le cercle en même temps, sinon quelqu'un risque d'être laissé derrière à ces mots. Dora se perche sur la tête de Mukoda, tandis que Sui saute dans ses bras. Mukoda attrape alors Fell, qui active la formation magique d'un coup de patte. Le cercle s'illumine vivement et les téléporte dans un autre espace semblable à une caverne. Mukoda remarque que, bien que ressemblant aux étages précédents, celui-ci est immense. Fell aperçoit un trou dans l'un des murs et tous s'y engagent. À l'intérieur, Mukoda découvre des monstres gigantesques, ce qui pousse Fell à lui expliquer que tout l'étage a été conçu pour accueillir des créatures de cette taille. Ainsi, les 4 compagnons commencent déjà à planifier comment vaincre ces monstres colossaux. Son équipe entre alors dans la zone et réduit les monstres à néant.
Après avoir éliminé toutes les créatures, ils se mettent à explorer l'immense étage. Mais comme l'endroit est gigantesque, tout le monde finit par se fatiguer à force de marcher sans arrêt. Mukoda décide donc de préparer un festin spécial pour ses familiers, mais il s'arrête net en remarquant une zone étrange. Fell détecte qu'il s'agit d'un espace sûr, où aucun monstre ne rôde à proximité. Mukoda décide alors d'y sortir son matériel de cuisine. Dès qu'il sort la nourriture, les bêtes s'excitent, prêtes à remplir leur ventre glouton. Elles dévorent des sandwichs délicieux et des soupes riches, puis finissent complètement épuisées après leur repas. Mukoda demande à Fell s'il est temps de dormir. Fell acquiesce silencieusement. Mais avant qu'il ne puisse se reposer, un groupe d'aventuriers blessés arrive en trébuchant jusqu'à la zone sécurisée. Après avoir déposé leur compagnon gravement blessé au sol, ils demandent à Mukoda s'il possède des potions de soins. Mukoda sort immédiatement une potion et se précipite vers eux. Lorsque le chef du groupe verse la potion sur la plaie, celle-ci se referme instantanément. Sous le choc, il se demande si Mukoda lui a donné une potion de haut grade. Mukoda hoche la tête et explique que ces potions sont de meilleure qualité que les potions ordinaires. Mukoda lui demande ensuite si son coéquipier va aller mieux. Le chef lui assure qu'il se rétablira rapidement grâce à l'efficacité exceptionnelle de la potion. Alors que les membres du groupe, soulagés, laissent échapper quelques larmes, leur chef se présente. Ils forment une équipe de rang A appelée Tempest. Après avoir remercié Mukoda pour les potions, il propose de payer 15 pièces d'or. Mukoda estime le prix beaucoup trop élevé, alors il préfère lui donner des potions de bas grade pour cette somme. Le chef est surpris par sa générosité. Mukoda lui demande ensuite comment son compagnon a été blessé. Le chef révèle qu'ils sont tombés sur 3 Spriggans dans la salle du boss. Mukoda demande à Fell si les Spriggans sont vraiment si dangereux. Fell lui répond qu'un Spriggan est encore plus grand qu'un Minotaure. Le chef de Tempest ajoute qu'à leur première visite, il n'y avait qu'un seul Spriggan dans la salle du boss. Mais, à leur retour, ils s'en sont retrouvés face à 3, ce qui les a complètement submergés. Cependant, il est persuadé que Mukoda n'aura aucun problème avec ces monstres, puisqu'il est accompagné du légendaire Fenrir. Mukoda se sentait gêné en réalisant que même Tempest avait entendu parler de ces chiots meurtriers. Mais l'aventurier le rassura en lui promettant de ne jamais révéler son secret. Il ajouta ensuite que son équipe remonterait à la surface dès le lendemain matin. Pendant ce temps, Fell ouvrit paresseusement les yeux et dit à Mukoda d'aller dormir, puisqu'il se chargerait lui-même de détruire les Spriggans. Le lendemain matin, alors que le groupe de Mukoda s'enfonçait plus profondément dans le donjon, il se demanda si Tempest réussirait à remonter sain et sauf Fell le rassura. Ils allaient très bien s'en sortir, d'autant plus qu'il leur avait offert quelques-uns de ces sandwichs qui augmentaient les statistiques afin qu'ils puissent récupérer leur mana. Bientôt, ils arrivèrent devant la salle du boss, où Mukoda aperçut les Spriggans assis en tailleur. La peur l'envahit face à ces monstres puissants, mais comme toujours, ses familiers foncèrent droit sur eux. Après avoir transformé les Spriggans en fossiles, Mukoda entra dans la salle et trouva un sac magique parmi le butin. Il remarqua que le temps s'écoulait à l'intérieur de cette boîte magique comme dans la réalité, et décida de le prendre, pensant qu'il serait utile. En ramassant le reste du butin, il commença néanmoins à se sentir comme un voleur, puisqu'il prenait aussi la part de ses compagnons Fell. Lui n'en avait absolument rien à faire, et avertit Mukoda que les étages suivants regorgeaient également de monstres géants. Mukoda décida alors d'affronter les boss de l'étage suivant, mais il finit par hurler au sol comme un bébé sans défense. Les pauvres monstres tentaient désespérément de le frapper, mais sa compétence de défense parfaite annulait toutes leurs attaques. Malgré sa force, Mukoda était bien trop terrifié pour contre-attaquer, alors Dora se chargea de les éliminer à sa place. Une fois l'étage nettoyé, le groupe traversa rapidement les suivants et descendit jusqu'au 29e niveau. Mukoda fut surpris d'être déjà à seulement 2 étages de la fin du donjon. Puis il entra dans le téléporteur. Lorsqu'ils réapparurent au 29e étage, Mukoda resta bouche bée en découvrant un immense désert qui s'étendait devant eux. La chaleur écrasante le mettait déjà de mauvaise humeur, tandis que ses familiers, eux, étaient impatients d'explorer cette nouvelle zone. Il monta sur le dos de Fell pour commencer l'exploration, mais ils perdirent rapidement toute leur énergie, écrasés par la chaleur insupportable. Alors que tout le monde cessait de bouger, Mukoda remarqua que Sui était complètement affaissé sur le sol et le ramassa immédiatement pour le mettre dans son sac.
Heureusement, Dora repéra un rocher non loin, et ils allèrent tous se reposer sous son ombre. Malgré cela, Mukoda restait accablé par la chaleur insoutenable. Fell érigea alors une barrière de vent qui repoussait l'air brûlant autour d'eux. Mukoda fut surpris de constater à quel point la barrière les aidait, mais Fell lui rappela qu'il ne pourrait la maintenir que quelques jours avant d'épuiser sa mana, puisqu'il devait absolument trouver la sortie de cet immense désert. Pour économiser la mana de Fell, Mukoda décida de commander quelques articles d'été. Après avoir obtenu un hoodie léger spécial été et des lunettes de soleil, il acheta plusieurs boissons électrolytiques pour réhydrater tout le monde. En avalant ces boissons rafraîchissantes, le groupe retrouva un peu d'énergie, et Mukoda commanda même des glaces pour remonter le moral de ses familiers. En dégustant la douceur glacée, l'ambiance s'allégea, mais la réalité les rattrapa aussitôt lorsqu'ils reprirent leur marche dans le désert sans fin. Fell rappela alors à Mukoda que la température allait chuter violemment à la nuit tombée et qu'ils devaient couvrir le plus de distance possible pendant la journée. Ils continuèrent donc à avancer rapidement sous la chaleur écrasante. En chemin, ils croisèrent d'énormes vers des sables. À l'approche de la nuit, ils s'installèrent autour d'un feu de quand Mukoda tremblait presque sous le froid mordant. Mais Fell lui signala qu'il faisait encore plus froid en dehors de sa barrière. N'ayant pas d'autre choix, Mukoda commanda une grande quantité de patchs chauffants et de vêtements épais pour maintenir leur chaleur, puis sortit une marmite pour préparer un plat chaud, ce qui redonna de l'énergie à tout le monde. Après un long moment à cuisiner avec soin, il prépara des udon brûlants. En savourant les nouilles soyeuses, chacun sentit son ventre se réchauffer agréablement. Une fois ce repas réconfortant terminé, Fell informa Mukoda qu'ils étaient très proches du boss de l'étage. À ces mots, Mukoda lui dit de bien se reposer avant le combat, et tous s'endormirent sur des futons chauds. Le lendemain matin, ils tombèrent sur le boss de l'étage. Un puissant golem de terre. Malheureusement pour lui, Fell le réduisit en miettes d'un seul éclair. Une fois le boss vaincu, ils découvrirent le cercle magique au milieu d'un immense espace. Fell demanda si tout le monde était prêt pour le dernier étage, et tous acquiescèrent. Il posa alors sa patte sur le téléporteur, l'activant, ce qui les transporta directement devant le boss final du donjon Fell, nota que le monstre était un behemoth, et le groupe se prépara avec excitation pour le combat. Dora s'envola et projeta Sui vers le monstre, qui lui lança aussitôt de l'acide, puis Dora fondit sur le behemoth, mais celui-ci les repoussa tous les deux d'un seul coup, les écrasant contre les murs du donjon. Dora se précipita vers ses compagnons blessés, qui confirmèrent la résistance incroyable du boss. Fell expliqua que les behemoths possèdent naturellement une résistance énorme aux attaques physiques comme magiques, même s'ils subissent malgré tout un peu de dégâts à chaque coup. Soudain, le monstre fonça droit sur eux, et tous l'esquivèrent, tandis qu'ils s'écrasaient dans un mur. Fell leur ordonna d'attaquer de toute leur force pour briser la défense du behemoth, et le groupe lança une offensive coordonnée. Mukoda remarqua que le behemoth semblait intact, mais Fell le rassura. Chaque attaque l'affaiblissait, même si cela ne se voyait pas encore. Il ordonna alors à Sui et Dora de continuer à frapper, et tous deux se mirent à harceler le géant de petites attaques répétées. Le monstre colossal rugit de fureur, en voyant qu'il n'arrivait à toucher aucun de ses petits ennemis. Puis Dora concentra une énorme attaque de pics de glace, qui transpercèrent enfin le behemoth et le firent saigner pour la première fois. Encouragés par ce progrès, Dora et Sui pensèrent déjà avoir gagné. Mais soudain, le behemoth chargea un rayon dévastateur et le tira directement sur Mukoda. Heureusement, Fell le sauva en érigeant un solide mur de glace. Fell remarqua que l'attaque de Dora avait été si efficace grâce à l'acide de Sui, qui avait affaibli l'armure du behemoth à l'endroit même où les pics avaient frappé. Avec cette information en tête, Fell ordonna à Sui d'asperger le behemoth d'acide. Le slime s'agrandit alors jusqu'à devenir gigantesque, avant d'engloutir le malheureux boss sous une pluie acide. L'acide puissant rongea l'armure épaisse du behemoth, permettant à Dora de l'endommager encore davantage avec ses attaques. Une fois le monstre suffisamment affaibli, Fell demanda à Sui et Dora de se retirer. Il invoqua alors son ultime éclair, qui frappa le behemoth en plein point faible. La bête rugit de douleur avant de rendre son dernier souffle et de s'effondrer au sol. Lorsque le behemoth vaincu disparut, tout le monde célébra leur immense victoire, et Mukoda se précipita pour inspecter le butin.
Il y trouva une épée légendaire nommée Calabalgue, qu'il dégaina en comprenant qu'elle ferait la une des journaux si la nouvelle venait à fuiter. Après avoir rangé l'épée dans sa boîte à objets, Fell lui demanda de servir à manger, disant qu'il était épuisé. Mukoda se demanda pourquoi il ne pouvait pas attendre d'être rentré, mais Fell était trop impatient. Finalement, Mukoda céda et décida de récompenser son groupe pour tous leurs efforts en préparant un gigantesque festin de friture. Tous se jetèrent sur la nourriture, ravis de se détendre après une journée aussi éprouvante. Après avoir terminé leur repas, Mukoda et son groupe jaillirent du sol près de l'entrée du donjon. Les aventuriers alentours restèrent figés, complètement déconcertés par leur apparition soudaine. Mukoda expliqua calmement qu'il revenait simplement du dernier étage. Sous les regards médusés, Fell déclara fièrement qu'il venait tout juste de conquérir l'intégralité du donjon. Mukoda se sentit embarrassé, lui qui voulait éviter d'attirer l'attention. Mais il était déjà trop tard. Alors que les aventuriers commençaient à l'assaillir de questions au sujet des boss et du butin, Elran surgit de nulle part. Il félicita Dora pour sa performance, puis entraîna Mukoda à l'écart, expliquant qu'il devait remplir un formulaire auprès de la guilde des aventuriers pour valider leur exploration. De retour à la guilde, Elran recommença à couvrir Dora d'éloges. Mukoda fit alors remarquer que Fell et Sui avaient tout autant contribué à leur victoire. Tandis que le fanatique des dragons agaçait encore Dora à l'arrière-plan, Yuger demanda à Mukoda quels objets ils avaient trouvés dans le donjon. Fell intervint immédiatement, réclamant sa nourriture, mais Mukoda lui demanda de patienter. Il plongea ensuite la main dans son stockage sans fond et en sortit le coffret à bijoux du mimique. En voyant la boîte, Yuger et Elran sursautèrent, choqués. Les mimiques étaient des créatures rares, dont le butin était d'une grande valeur. Face à leur réaction, Mukoda comprit qu'il valait mieux garder secrète l'existence de l'épée légendaire récupérée à l'ultime niveau. Elran demanda alors un rapport complet, mais Yuger lui rappela qu'il fallait laisser l'équipe se reposer. Plus tard, Mukoda prépara un bain et but du lait caféiné, qu'il partagea avec ses transformateurs de viande de monstres vivants. Il leur dit de prendre un bain après la boisson, mais Fell refusa catégoriquement d'y entrer. Mukoda lui rappela que s'il ne se lavait pas, il finirait par sentir pire qu'un utilisateur de Reddit. L'insulte était déjà difficile à accepter pour le chien mythique. Puis, Sui et Dora ajoutèrent qu'il finirait par ressembler à une ordure s'il continuait ainsi. Bien que Fell se sente acculé par ces remarques, un bruit soudain détourna son attention. Mukoda pensa qu'il essayait seulement de changer de sujet, mais Dora confirma qu'il avait lui aussi entendu quelque chose. Non loin de là, 2 enfants fuyaient un orque monstrueux. Soudain, la petite fille trébucha, sans défense face à la créature qui chargeait. Heureusement, Mukoda arriva juste à temps et envoya Sui et Dora en avant. À eux deux, ils transformèrent l'orque en viande de production, sauvant ainsi la vie des 2 jeunes frères et sœurs. Peu après, Mukoda accourt pour vérifier l'état des enfants, mais ceux-ci sont terrifiés en voyant le gigantesque Fenrir derrière lui. Mukoda tente de les rassurer en leur expliquant que Fell n'est rien de plus qu'un simple chien de maison glorifié, ce qui met le Fenrir dans une colère noire. Finalement, les enfants comprennent qu'ils viennent d'être sauvés, et ils éclatent en sanglots lorsque le choc commence à retomber. Mukoda, surpris, essaie tant bien que mal de les consoler. Lorsqu'ils se calment, il leur demande leur nom. Le garçon se présente comme Daryl, et sa petite sœur comme Iris. Il explique à Mukoda qu'ils viennent de Dolin, ce qui le surprend, puisque Dolin se trouve à 3 heures de marche de la forêt. Mukoda se demande pourquoi ses enfants ne sont pas avec leurs parents, mais la question les plonge dans un silence lourd. Ils lui disent qu'ils lui répondront s'il leur donne l'orque, ce qu'il accepte. Cependant, Mukoda se demande comment 2 enfants si petits pourraient transporter une créature aussi massive. À ce moment-là, Daryl révèle qu'il possède une compétence de boîte à objets. Le garçon essaie d'entreposer l'orque dans son stockage, mais le corps du monstre est beaucoup trop volumineux pour y entrer. Mukoda lui dit qu'il va l'aider à le pousser à l'intérieur, puis demande aux enfants de lui raconter leur histoire. Daryl lui explique alors que lui, Iris et leur mère vivent à Dolan, tandis que leur père était aventurier. Un jour, le père est parti dans un donjon et n'est jamais revenu, laissant la mère et les 2 enfants seuls. Malgré tous leurs efforts pour survivre ensemble, leur mère est tombée malade. Mukoda leur demande si elle va mieux, mais Daryl raconte qu'ils l'ont confiée à un prêtre. Même si elle s'est sentie légèrement mieux grâce au sort de guérison, elle est retombée malade peu après. Le prêtre leur a avoué qu'il ne pouvait pas traiter sa maladie. Il fallait un prêtre de niveau supérieur, venant de la capitale royale. Malheureusement, les 2 enfants n'avaient pas l'argent nécessaire pour faire venir un guérisseur aussi puissant.
Ils se sont donc retrouvés livrés à eux-mêmes, tentant de vendre des herbes cueillies dans la forêt pour payer le traitement de leur mère. En entendant leur histoire douloureuse, même Mukoda en a les larmes aux yeux. Les deux petits pensent que la vente de l'orque leur donnera enfin assez d'argent pour soigner leur mère. Cependant, Mukoda sait pertinemment que les orques ne sont que des monstres communs et que leur vente ne suffira jamais. Alors qu'ils se demandent comment aider ces enfants innocents, leurs ventres affamés se mettent soudain à gargouiller. Fell et le reste du groupe disent également à Mukoda qu'ils veulent manger. Mukoda décide donc de leur préparer un repas avant de prendre une décision. Les enfants proposent d'aider Mukoda à cuisiner, mais il leur dit qu'il s'en occupera lui-même. Les trouvant adorables, il les envoie jouer avec Dora et Sui. Pendant qu'ils s'amusent avec les monstres, Mukoda décide de leur préparer un vrai festin. Il émince quelques oignons et les caramélise avant de faire frire de la viande de cicatrice. Ensuite, il ajoute une sauce teriyaki à la viande et prépare également des œufs au plat. Il garnit ensuite un pain avec des légumes, du fromage et la viande teriyaki, complétant ainsi un hamburger terriblement appétissant. Dès que les enfants reçoivent leur hamburger, ils en tombent immédiatement amoureux. Ils dévorent leur repas avec une gourmandise touchante, tandis que Mukoda leur sert aussi quelques boissons. Pendant ce temps, Fell commence à s'agacer de ne pas encore avoir reçu sa portion, alors Mukoda lui apporte une énorme pile de hamburgers. Une fois servis, les autres membres du groupe mangent eux aussi avec appétit, et tous finissent le ventre rassasié. Après le repas, tandis que Mukoda nettoie la vaisselle, les enfants le remercient pour son cadeau. Bien que touché par la sincérité de leur gratitude, son orgueil en prend un coup lorsqu'il l'appelle « oncle ». Entendant cela, Fell arbore un sourire narquois et se moque de Mukoda avec plaisir. Un peu plus tard, les deux enfants s'endorment, blottis dans la douce fourrure de Fell. Mukoda leur dépose une couverture, le cœur serré en pensant que ces petits doivent travailler dans des conditions aussi dangereuses pour soigner leur mère. Pendant leur sommeil, Daryl murmure qu'il veut aider sa maman, et ces mots atteignent profondément Mukoda. Il pense d'abord à acheter un médicament via son supermarché en ligne, mais renonce rapidement. Il ne connaît pas la maladie de la mère. Il envisage alors d'utiliser des potions de haute qualité, mais Fell lui explique que les potions ne guérissent que les blessures, pas les maladies. Surpris, Mukoda apprend qu'il lui faudrait plutôt un élixir, un remède rare capable de soigner toutes les afflictions. Convaincu qu'il n'en trouvera jamais un, Mukoda se rappelle soudain les paroles d'Elran affirmant que le sang de dragon peut servir à fabriquer des élixirs précieux. Saisissant cette chance, il donne à Sui du foie et du sang de dragon, puis lui demande s'il peut tenter de créer un élixir. Après avoir examiné les ingrédients, Sui lui répond qu'il ne peut rien garantir, mais absorbe tout de même les matériaux dans son corps pour essayer. Alors que Sui commence à fabriquer l'élixir, Mukoda part préparer de la nourriture pour la mère des enfants. Après avoir réfléchi à un repas facile à digérer, mais riche en nutriments, il décide de préparer une soupe de viande bien saine. Mukoda coupe d'abord les légumes et la viande destinée à la soupe, puis fait revenir le tout ensemble. Ensuite, il ajoute de l'eau et du bouillon, avant de verser un peu de lait de soja. Une fois tous les ingrédients incorporés, il laisse mijoter jusqu'à ce que la soupe soit parfaitement cuite. En tenant la marmite entre ses mains, il se dit que ce sera un excellent repas pour les enfants et leur mère. Non loin de là, Sui termine enfin les élixirs et remet à Mukoda 3 petites bouteilles. Dora se demande si Sui a vraiment pu créer un véritable élixir. Alors, Mukoda décide d'en vérifier les propriétés. À sa grande surprise, il découvre que les flacons contiennent bel et bien des élixirs rares, capables de guérir toutes les maladies. Bouleversé de joie, il félicite sa petite usine vivante pour son travail exceptionnel et court rejoindre les enfants avec Fell. Il leur annonce qu'ils retournent à Dolan et les installe sur le dos de Fell pour le voyage. Une fois tout le monde en place, Mukoda monte lui aussi et rappelle à Fell d'aller doucement pour ne pas effrayer les petits. Fell acquiesce et commence à courir à une allure gracieuse, avant d'accélérer légèrement pour leur offrir une balade amusante. Quelques instants plus tard, ils atteignent Dolan et les enfants expriment leur joie pour cette promenade mémorable. Alors que Mukoda sort l'orque de leur boîte de stockage, les enfants se rappellent qu'ils comptaient le vendre aux guildes pour payer les services d'un prêtre. Cependant, Mukoda leur explique qu'il a trouvé un remède rare capable de guérir leur mère, ce qui les remplit d'espoir. Il ajoute qu'il ne peut pas leur offrir un médicament aussi précieux gratuitement, ce qui les rend soudain nerveux. Mukoda poursuit en leur disant que, puisqu'il est marchand, ils doivent échanger quelque chose contre ce remède. Daryl lui demande combien il coûte. Mukoda répond qu'un monstre géant comme l'orque suffit à payer un médicament aussi rare. Les enfants acceptent immédiatement et avec enthousiasme. Il remet ensuite l'élixir à Iris avant de leur offrir en plus la marmite de soupe. Rassurés par le fait que leur mère va enfin pouvoir guérir, les enfants éclatent en sanglots. Après s'être calmés,
Daryl déclare à Mukoda qu'il veut devenir marchand plus tard, tout comme lui. Il souhaite utiliser sa compétence de boîte à objets pour transporter ses marchandises et conclure de bons échanges, exactement comme Mukoda. La détermination ardente du petit garçon émeut profondément Mukoda, qui lui souhaite, ainsi qu'à sa sœur, tout le bonheur du monde. Après leurs remerciements, les enfants quittent Mukoda avec un immense sourire, tandis que celui-ci se sent profondément heureux d'avoir pu les aider. Puis, il se rappelle qu'il revenait tout juste de l'exploration complète du donjon et décide donc d'organiser une fête pour célébrer cet exploit. Avant de commencer à cuisiner, il vérifie les niveaux de tout le monde et découvre qu'ils ont tous gagné un nombre impressionnant de niveaux. Le meilleur d'entre eux est Sui, dont le niveau a littéralement quadruplé, passant de 22 à 88. Voyant que ses familiers ont autant progressé, Mukoda jette un œil à ses propres statistiques. Malheureusement, il reste à peu près aussi fragile qu'une brindille cassée, mais il remarque que sa compétence supermarché en ligne a gagné un niveau supplémentaire. En ouvrant l'interface de sa compétence, il découvre 2 nouveaux locataires et la possibilité de choisir entre 2 spécialisations. Mukoda ne comprend pas trop ce que cela signifie, et pendant qu'il réfléchit, Fel et les autres, curieux, s'approchent pour lui demander ce qu'il fait. Mukoda leur explique qu'il doit choisir un arbre de compétences, mais ne sait pas lequel prendre. Fel lui dit de choisir l'option « Burger », mais Sui préfère les sucreries. Alors Mukoda sélectionne la spécialisation dédiée aux douceurs. Fel se met aussitôt en colère, furieux que son avis ait été jeté à la poubelle comme un mouchoir usagé. Mukoda lui rappelle simplement qu'il est, de toute façon, un vrai glouton quand il s'agit de choses sucrées. La nouvelle boutique des douceurs s'ouvre alors devant eux, révélant toute une sélection de gâteaux et de pâtisseries premium qui mettent instantanément l'eau à la bouche du groupe. Mukoda choisit plusieurs options, commande une grande boîte, puis en sort plusieurs boîtes à emporter remplies de desserts. Il ouvre tout et dispose sur leur table une véritable collection de gâteaux et de tartes. Il donne à chacun une part de chaque dessert, et tous se mettent à manger avec enthousiasme. Pendant que ses familiers dévorent les pâtisseries, Mukoda leur annonce qu'il leur a aussi apporté un délicieux flan au caramel. Il dépose le flan tremblotant dans une assiette pour eux, puis sort un roulé à la crème pour lui-même. En dégustant le roulé avec un café noir, Fel le juge sévèrement pour son goût en boisson amère. Mukoda se défend en disant que l'amertume du café s'accorde parfaitement avec la douceur de la crème. Sui et Dora réclament aussitôt plus de flan, mais Mukoda les met en garde. S'ils mangent trop de sucreries, ils finiront par se transformer en Américains. Soudain, il se fige. Il vient de se rappeler qu'il a oublié quelque chose d'important. À ce moment précis, Ninrir se met à hurler dans sa tête par télépathie. La déesse est folle de rage qu'il ait oublié ses offrandes et les autres dieux puissants commencent eux aussi à perdre patience. Le lendemain, Elrond organise un grand festin pour célébrer la conquête du donjon avec tous les aventuriers. Mukoda reste stupéfait en le voyant donner des instructions précises à chacun de ses employés pour traiter les différents ingrédients. Il réalise à quel point le maître de guilde, pourtant extrêmement occupé, a consacré du temps pour lui. Mais il se demande aussi si Elrond ne l'a pas tout simplement oublié. Soudain, Ugur entre dans la salle, furieux, et demande sèchement à Elrond pourquoi il n'est pas en train de travailler. Le pauvre elfe panique aussitôt, tandis que Ugur le réprimande pour avoir traîné à s'amuser au lieu de remplir un rapport et terminer les tâches de Mukoda. Elrond tente timidement de se défendre en disant qu'il voulait juste motiver ses employés, mais Ugur l'attrape par le col et le traîne pour l'obliger à faire son vrai travail. Après avoir ramené le maître de guilde devant Mukoda, Ugur lui assure qu'ils s'occuperont de toutes ses requêtes, puis se tourne vers Marcel et lui ordonne de continuer à préparer la nourriture. Voyant Ugur tirer le maître de guilde comme un enfant turbulent, Mukoda réalise à quel point il est strict. Plus tard, Mukoda et son groupe s'installent dans une salle privée. Là, Ugur l'informe qu'il y a un problème concernant l'un des objets qu'il leur a confiés et lui montre un sac de stockage. Mukoda l'ouvre et découvre des centaines de gemmes précieuses qui le remplissent jusqu'au bord. Comme il n'imaginait pas qu'un sac de stockage puisse contenir des objets dès l'achat, il ne l'avait jamais ouvert. Même Fel semble surpris de voir que le sac venait déjà rempli, et Elrond confirme que c'est extrêmement rare. Tenant les gemmes étincelantes du donjon, Ugur explique que la guilde des aventuriers ne peut pas se permettre d'en acheter autant d'un coup. Elrond, vexé qu'on l'ait grondé pour avoir acheté des matériaux de dragon terrestre, reste silencieux, pendant que Ugur précise que la guilde des marchands a proposé un échange, puisqu'ils ont les moyens d'acquérir ces gemmes. Mukoda se souvient alors que la guilde des marchands n'aime généralement pas les échanges directs.
Mais Yuger lui explique que c'est seulement pour éviter que les aventuriers se fassent arnaquer par des commerçants peu scrupuleux. Et puisque c'est officiellement la guilde des aventuriers qui gère la transaction, il n'y voit aucun problème. Il demande ensuite à Mukuda s'il a déjà de l'expérience dans l'évaluation de la valeur des objets. Mukuda secoue la tête. Il est complètement inexpérimenté. Yuger propose alors d'accompagner Mukuda à la guilde des marchands afin d'obtenir le meilleur prix pour ses marchandises. Soudain, Elrond intervient et propose d'y aller à sa place, prétextant que Yuger a besoin de son temps libre puisqu'il est déjà débordé. Mais Yuger voit immédiatement clair dans son jeu et lui hurle dessus pour avoir encore une fois essayé d'échapper à son travail. Il lui ordonne fermement de rester et de faire son boulot, sinon il vendra son objet le plus précieux. Choqué, Elrond s'exclame qu'il n'acceptera jamais qu'il vende son précieux croc de dragon, même au péril de sa vie. Finalement, Elrond accepte de rester, mais au même moment, les familiers au ventre sans fond de Mukuda commencent à avoir faim. Mukuda demande alors à Yuger s'ils peuvent manger avant de se rendre à la guilde des marchands. Yuger lui dit de revenir dans 2 heures. Comme 2 heures ne suffisent pas pour cuisiner, Mukuda décide d'acheter quelque chose plutôt que de préparer un repas complet. Le groupe se promène dans les rues et Fell repère un stand de viande grillée. Mukuda s'arrête devant l'échoppe, mais le pauvre propriétaire est terrifié en voyant tous les monstres affamés derrière lui. Après l'avoir rassuré en expliquant que ce sont ses familiers, Mukuda leur demande quelle quantité ils veulent. Fell et Sui annoncent qu'ils peuvent facilement avaler 30 brochettes chacun, tandis que Dora se contente d'en vouloir 15. Après avoir noté tout cela, Mukuda annonce au marchand qu'il veut 76 brochettes. Sous le choc, le vendeur décide spontanément de lui faire une réduction. Mais Mukuda refuse d'en profiter, sachant très bien que ses énormes familiers bloquent déjà toute la clientèle. Le marchand lui remet alors la première fournée, que Mukuda distribue aussitôt à ses familiers. En dégustant la viande grillée, tous remarquent qu'elle n'est pas aussi savoureuse que celle de Mukuda. Malgré cela, ils apprécient son goût, car elle possède sa propre saveur unique. Voyant leur réaction, Mukuda goûte à son tour une brochette. Il trouve que la cuisson au charbon donne une excellente texture et un parfum agréable, et il se met à imaginer à quel point la viande de ces monstres serait encore meilleure grillée de cette façon. Puis, une idée l'excite soudain. Utiliser les assaisonnements de son supermarché en ligne pour préparer un barbecue encore plus délicieux. Cependant, comme il n'a pas de grill et que l'épicerie en ligne n'en vend pas non plus, Mukuda se demande quoi faire. C'est alors qu'il a une idée, demander à Sui d'en fabriquer un. Mais Sui n'a jamais vu de grill de sa vie, et Mukuda ignore comment il pourrait en créer un. Une fois tout le monde repu et les assiettes parfaitement nettoyées, ils se dirigent tous vers le guilde des marchands. En attendant dans le hall avec Yuger, le maître de la guilde marchande, Adriano finit par venir les accueillir. Il les invite dans une salle privée, mais Mukuda hésite. Doit-il vraiment y amener ses familiers terrifiants? Adriano insiste, ils doivent tous entrer. Mukuda finit donc par accepter. Dans la salle, il rencontre l'expert évaluateur de la guilde, Ruslan. Une fois tout le monde installé, Yuger ouvre une mallette remplie de gemmes provenant du donjon. Devant la brillance éclatante des pierres, les 2 marchands retiennent difficilement un souffle de stupeur. Ruslan saisit un rubis, l'observe sous plusieurs angles, et son expression se fige. La qualité est exceptionnelle. Après avoir examiné chaque gemme, il déclare qu'elles sont toutes de la plus haute qualité. Yuger hoche la tête et lui présente ensuite le coffre mimétique. Quand Ruslan y jette un œil, il en sort un impérial topaze dont l'éclat presque incandescent le stupéfie. Les 2 marchands restent bouche bée, conscients qu'une gemme aussi pure se vendrait à un prix démesuré. Même Mukuda est surpris d'entendre des éloges aussi extravagants à propos de ces trouvailles. Après avoir calculé leur valeur, Adriano propose un total dépassant 7000 pièces d'or. Mukuda en reste bouche bée, prêt à accepter, jusqu'à ce que Yuger l'interrompe brusquement. Grâce à ses connaissances en objets rares, Yuger rappelle d'abord que l'impérial topaze est une gemme extrêmement précieuse, particulièrement recherchée par les collectionneurs. Puis il souligne que, même si tous les joyaux mimétiques sont d'une qualité parfaite et d'une symétrie irréprochable, la guilde des marchands a nettement sous-estimé le prix. Les marchands comprennent immédiatement qu'ils ont été démasqués. Mais Yuger ne s'arrête pas là. Il déclare qu'il refuse catégoriquement leur offre. Puis, d'une voix glaciale, il les prévient que tromper un membre de sa guilde d'aventuriers est inacceptable et qu'il est prêt à couper toute relation entre les 2 guildes.
Pris de panique, les marchands blanchissent instantanément. Finalement, ils reconsidèrent le prix et augmentent leur offre à plus de 9000 pièces d'or. Mukoda demande à Yuger si ce montant est juste, et ce dernier, satisfait, donne son approbation. Avec son feu vert, ils vendent les gemmes pour 9500 pièces d'or. Mukoda remercie alors Yuger de lui avoir fait économiser les 2000 pièces supplémentaires. Après avoir conclu l'affaire, ils retournent à la guilde des aventuriers, où Elrond se vante comme s'il avait pu obtenir 10 000 pièces d'or de plus s'il avait accompagné Mukoda. Comme personne ne le prend au sérieux, il se tait rapidement. Ensuite, Elrond demande à Mukoda de montrer sa carte de guilde. Alors qu'il la sort, Elrond la glisse rapidement et la remplace par une carte dorée. Mukoda se demande ce qu'il vient de faire, et Elrond lui explique qu'il l'a promu pour avoir conquis le donjon. Yuger ajoute qu'avec ce nouveau rang, Mukoda peut désormais accepter directement des quêtes provenant du royaume. Mais le timide Mukoda ne veut pas se compliquer la vie et supplie Elrond de le rétrograder au rang C. Le maître de guilde lui explique qu'un aventurier de rang A bénéficie de 10 repas gratuits au restaurant de la guilde, de réduction permanente, ainsi que de la possibilité d'accepter des quêtes de n'importe quelle rareté et récompense. À l'idée de pouvoir prendre de nouvelles quêtes pour chasser de la viande et des matériaux exotiques, Fel encourage immédiatement Mukoda à accepter sa promotion. Sous la pression de tous, Mukoda finit par accepter son sort. De retour chez lui, il allume son four magique. Dora lui demande ce qu'il va préparer pour le dîner et Mukoda répond qu'il va cuisiner de la viande hachée, tandis que le groupe se réjouit déjà du buffet de viande à venir. Mukoda sort tous les ingrédients. En prenant la viande hachée de son coffre de stockage, il se rappelle que son ancien hachoir s'était brisé. Heureusement, Sui a fabriqué un hachoir en mithril pour lui, ce qui lui permet de préparer une énorme quantité de viande hachée. Comme il en a tant à disposition, Mukoda décide de préparer de gigantesques pains de viande rôtie. D'abord, il trempe de la chapelure dans du lait pour l'attendrir. Puis, il coupe des oignons qu'il fait revenir dans une poêle. Une fois les oignons prêts, Dora ajoute des légumes mélangés pour continuer la cuisson. Lorsque le mélange est prêt, Mukoda l'incorpore à la viande hachée, puis ajoute les œufs battus et assaisonne le tout dans un... Ensuite, il pétrit la viande pour en former une boule, puis tapisse ses plateaux de cuisson de tranches de bacon. Une fois le fond prêt, il remplit les plateaux avec la viande hachée avant d'ajouter les légumes et les œufs au centre. Il ajoute ensuite encore plus de viande par-dessus les légumes et replie les tranches de bacon une fois que les pains de viande sont complets. Enfin, Mukoda couvre les plateaux de papier aluminium avant de les mettre au four pour la cuisson. Après un moment, il sort les pains de viande cuits et les teste avec un cure-dent pour s'assurer qu'ils sont bien cuits. Lorsque la viande est prête, il prépare une sauce avec du beurre, du ketchup et de la sauce chuno. Enfin, les pains de viande sont prêts et tout le monde se prépare à se régaler. Ses familiers se jettent sur la nourriture sans perdre une minute à parler, et Mukoda les observe profiter du repas avec tant d'enthousiasme qu'il se dit qu'il a parfaitement réussi la cuisson. Il prend son assiette et goûte un morceau, tombant immédiatement amoureux de ce plat si riche et savoureux. Par la suite, tout le monde se régale jusqu'à être rassasié, et Mukoda pense à offrir un cadeau à Yuger pour tout l'aide qu'il lui a apporté. Sachant que Yuger a une femme et des enfants, il décide de commander des friandises de qualité supérieure pour sa famille. Après avoir passé la commande, Mukoda vérifie les douceurs pour s'assurer qu'elles ne boostent pas trop les statistiques. Pendant ce temps, Ninier est outré que Mukoda commande autant de friandises précieuses sans lui en offrir une seule. Alors qu'elle hurle qu'elle va lui faire payer cela, les autres discutent du fait que son nouvel arbre de compétences a amélioré la qualité des objets qu'il peut acheter également. En pensant à tous les produits exotiques qu'ils pourraient obtenir depuis le monde de Mukoda, ils commencent à planifier lesquels ils aimeraient avoir. Le lendemain, alors qu'Elran s'échine à son bureau, Mukoda offre un panier de douceurs cuites à Yuger. Il prend le panier, mais remarque le visage d'une jeune fille sur l'un des biscuits. Mukoda lui explique que ce n'est qu'un symbole, mais Yuger se demande si cette fille ne serait pas une friandise inestimable de son pays. Il se demande s'il est correct de manger des sucreries si précieuses, mais Mukoda le rassure en lui disant que c'est parfaitement acceptable. Finalement, Yuger accepte les cadeaux avec joie, pensant que sa femme et ses enfants vont adorer. Plus tard, Fel demande à Mukoda ce qu'il y a pour le déjeuner, mais celui-ci lui rappelle que le chien affamé a déjà pris son petit déjeuner il y a seulement une demi-heure.
Fel prétend qu'il ne fait que vérifier le menu, mais Mukuda lui rappelle que c'est lui qui doit préparer tout leur repas gigantesque, façon 5 étoiles. Dora panique aussitôt, craignant de ne pas recevoir sa friandise du jour, tandis que Sui déclare qu'il adore plus que tout la cuisine de son maître. Mukuda rassure ses familiers. Oui, il leur fera à manger. Cependant, il leur explique qu'il aimerait simplement faire une pause, car il est fatigué de cuisiner tous les jours. Quand Fel lui demande comment il compte cuisiner pendant sa pause, Mukuda se rend compte qu'il s'est mal exprimé. Il révèle alors qu'il veut seulement faire un barbecue pour aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un repas bien plus simple que ses plats élaborés habituels. Fel réfléchit un moment avant d'accepter l'idée, et Mukuda commence à se demander comment il va faire pour griller la viande sans matériel adapté. Plus tard, il essaie de convaincre un forgeron de lui fabriquer un grill sur mesure, mais le nain le met dehors en criant qu'il forge des armes, pas des ustensiles de cuisine. Après cet échec, Mukuda demande de l'aide à Yuger. Yuger lui explique que les forgerons de Dolan sont extrêmement fiers de leurs armes, car la ville est remplie d'aventuriers puissants. Mukuda comprend alors pourquoi il s'est fait jeter dehors. Yuger ajoute que les nains sont têtus de nature, et surtout de grands buveurs. Le mot « alcool » donne une idée brillante à Mukuda, et Yuger confirme qu'il pourrait effectivement convaincre un nain en lui offrant de la bonne boisson. Yuger lui remet aussi le paiement supplémentaire pour les objets du donjon qu'il lui avait vendus, et Mukuda l'accepte avant de partir préparer le repas du groupe. Après avoir servi à ses familiers un bon bol de riz au Wyvern, il ouvre sa boutique en ligne. En explorant les options, Mukuda pense qu'il vaut mieux offrir aux nains quelque chose de fort pour faire tomber leur défense. Il choisit finalement du whisky et commande une caisse de whisky de haute qualité. Ensuite, Mukuda rend visite à un nain nommé Alès. Ce dernier lui demande quel type d'arme il souhaite. Mais Mukuda lui explique qu'il a seulement besoin d'un ustensile de cuisine et lui montre le plan du grill désiré, un objet plutôt sophistiqué. Alès le rejette aussitôt et lui ordonne de quitter la boutique. Malgré les supplications de Mukuda, le forgeron continue de s'éloigner. Alors il décide qu'il est temps d'utiliser son arme secrète. Il demande à Alès s'il aime l'alcool, et le nain s'arrête net. Mukuda sort alors une bouteille de whisky. Dès que Mukuda ouvre la bouteille, l'arôme de l'alcool capte immédiatement toute l'attention d'Alès. Avant même que Mukuda ne puisse négocier quoi que ce soit, Alès lui arrache la bouteille des mains et se sert une coupe pour la goûter lui-même. En un instant, il tombe amoureux de sa saveur et demande à Mukuda comment il l'a obtenue, preuve qu'il est complètement accro. Mukuda fait semblant que c'est un alcool extrêmement rare provenant d'une île exotique et lui propose de lui donner 5 bouteilles s'il accepte de lui fabriquer le grill. L'offre irrésistible convainc enfin Alès, qui accepte de fabriquer le grill à condition que Mukuda lui donne 10 bouteilles de whisky, impatient d'avoir son barbecue le plus vite possible. Mukuda accepte avec joie. Pendant qu'Alès commence déjà à descendre la bouteille, Mukuda lui demande combien de temps il lui faudra pour fabriquer le grill. Alès lui dit de revenir dans 3 jours. Puis il lui rappelle que les matériaux coûteront 350 pièces d'or. Mukuda hoche la tête et s'en va. De retour chez lui, Mukuda reste sidéré de voir à quel point les nains sont prêts à tout pour mettre la main sur de l'alcool. Il se souvient alors que certains dieux puissants aiment aussi un peu trop leur boisson et réalise qu'il ne leur a pas envoyé d'offrande depuis longtemps. Dès que Mukuda s'en rappelle, les dieux commencent à hurler dans sa tête. Alors qu'il discute chaud de la punition qu'il mérite, Mukuda avoue sa faute et s'excuse d'avoir oublié. Cependant, ses regrets sincères ne suffisent pas à apaiser leur colère. Alors, Mukuda leur demande de se calmer et de parler un par un. D'abord, Minrir lui demande où en est l'amélioration de la compétence du locataire et exige qu'il offre l'équivalent de toute une boulangerie de gâteaux haut de gamme. Ensuite, Aphistos lui dit qu'il a donné à Alès un alcool de qualité pour que le grill de Mukuda. Il rappelle à Mukuda que, la prochaine fois qu'il accueillera un nouveau locataire dans sa boutique, il pourrait débloquer une option de magasin d'alcool, ce qui pousse Mukuda à se demander quels autres produits exotiques il pourrait obtenir en montant de niveau. Héphaïstos lui dit que sa prochaine option de locataire sera disponible au niveau 40. Vagan et Héphaïstos insistent donc pour que Mukuda monte de niveau au plus vite, mais celui-ci secoue la tête. Cela demanderait énormément d'efforts. À ce moment-là, Agni lui propose d'aller dans un donjon pour augmenter son niveau plus rapidement, mais Mukuda n'aime pas du tout l'idée.
C'est alors que Kisharl intervient et rappelle à ses amis ivrognes qu'il vaudrait mieux que Mukoda choisisse une pharmacie comme prochaine boutique, car cela lui donnerait accès à un grand choix de produits cosmétiques. Mukoda se sent presque soulagé. Au moins, il n'aura pas besoin de devenir alcoolique. Rusalka, de son côté, pense qu'il devrait plutôt ouvrir un marché de fruits de mer, tandis qu'ils débattent tous de l'avenir de son épicerie. Mukoda leur dit clairement qu'il n'a aucune intention de sacrifier des heures de sa vie juste pour leur faire plaisir. Comme ils continuent à le pousser, Mukoda les menace de leur rendre leur bénédiction, ce qui l'exempérerait d'avoir à leur envoyer des offrandes. Ninrir manque presque de s'évanouir sous le choc, tandis que Rusalka et Vagan réalisent qu'ils sont allés trop loin. Même Héphaïstos reconnaît qu'il pensait davantage à ses propres envies qu'à Mukoda. Kisharl leur rappelle alors qu'ils doivent aussi recevoir un cadeau d'excuse pour toutes les fois où Mukoda a oublié leurs offrandes. Comme compensation pour ses négligences, elle lui demande d'augmenter le budget qu'ils dépensent pour leurs offrandes. Ravis d'obtenir davantage de friandises, les autres dieux acceptent immédiatement, alors Mukoda se plie à leur généreuse demande. Une fois qu'ils acceptent tous qu'il reste à son niveau actuel, Mukoda leur demande ce qu'ils désirent pour leur prochain cadeau. Ninrir est la première à répondre. Elle veut tous les gâteaux listés dans la boulangerie. Mukoda lui rappelle qu'il n'est pas milliardaire, ce qui la pousse à se contenter d'en choisir quelques-uns parmi les meilleurs. Il lui montre donc toutes les options disponibles. Quand le menu s'ouvre, Ninrir se retrouve complètement perdu. Mukoda lui propose simplement de choisir quelques gâteaux dès le début. Alors Ninrir décide finalement de les prendre dans l'ordre. Ensuite, il ouvre la section des cosmétiques pour Kisharl, tandis que les autres dieux attendent avec impatience, agacés par le temps qu'elle met à choisir. Mukuda finit par sélectionner lui-même un bon article pour elle, ce qui pousse Agni à intervenir à son tour. Elle exige plusieurs boissons, tandis que Rusalka déclare vouloir exactement les mêmes gâteaux que Ninrir. Enfin, Héphaïstos et Vagon examinent tous les produits disponibles et choisissent ce qui leur plaît. Une fois que tout le monde a passé commande, Mukuda empile toutes les boîtes d'offrandes et les envoie aux dieux. Tandis qu'ils se réjouissent bruyamment, lui se sent épuisé par tout ce vacarme et ses exigences interminables. Comme ces cadeaux lui ont complètement gâché l'humeur, Mukuda décide de préparer un dîner spécial. Il sort alors une énorme volaille cicatrice et la frotte généreusement avec un mélange d'épices. Quand la viande est bien couverte, il sort plusieurs sachets de riz pilaf surgelé et farcit entièrement l'animal, au point que le riz déborde du ventre de l'oiseau. Mukuda referme ensuite l'ouverture avec des brochettes en bois, puis attache les pattes pour qu'il garde sa forme. Il badigeonne le reste du corps d'huile avant de mettre la volaille farcie au four, où elle doit rôtir lentement. Pendant la cuisson, Mukuda demande à Sui de fabriquer des verres et des bols plus grands. Il dépose pour cela du mithril dans le slime, dont le corps gélatineux vrombit légèrement en transformant la matière. Très vite, Sui produit la nouvelle vaisselle, et Mukuda termine au même moment la cuisson de son gigantesque rôti. Lorsque la volaille fumante est posée sur la table, Fel et Dora se mettent immédiatement à saliver. Mukuda découpe l'oiseau et sert à chacun de généreux morceaux accompagnés de riz. Ils commencent tous à manger avec enthousiasme, mordant dans la peau croustillante. Fel trouve que la viande est déjà délicieuse seule, mais que le riz, imprégné de jus de cuisson et de graisse, est absolument divin. Mukuda approuve, mais les avertit de faire attention aux os pointus. Après le plat principal, Mukuda sort quelques puddings pour le dessert. Sui et Dora les engloutissent rapidement, tandis que Mukuda reste perdu, ne sachant pas quoi faire ensuite, sans objectif immédiat. Avant même de réfléchir davantage, il s'assoit et s'endort d'épuisement. Pendant ce temps, alors que les dieux se régalent de leurs friandises, Vagon demande à Héphaïstos comment il devrait gérer le refus de Mukuda de monter en niveau. Héphaïstos se demande également quoi faire, et Vagon suggère de donner secrètement à Mukuda une compétence spéciale. Puisque Mukuda ne se rendra même pas compte qu'il possède cette compétence, Héphaïstos accepte de la lui accorder pendant son sommeil. Peu après, Vagon désigne l'image de Mukuda, et celui-ci reçoit en secret la compétence double expérience. 3 jours plus tard, Mukuda se rend chez Aels pour récupérer son grill. Dès qu'il entre dans la boutique, le nain avare lui demande immédiatement de l'alcool. Mukuda lui remet une caisse entière. Une fois l'alcool accepté, Aels emmène Mukuda à l'arrière de son magasin pour lui montrer le grill. Mukuda est immédiatement ravi, constatant qu'il est beaucoup plus grand que dans son plan initial.
Aels lui explique que le design de Mukuda ne prévoyait pas beaucoup de place pour le charbon, alors il l'a modifié pour créer une surface plus grande et un barbecue plus savoureux. Surpris, Mukuda demande s'il doit augmenter le paiement, mais Aels maintient le prix à 300 pièces d'or. Comme il adore le cadeau de Mukuda, Aels lui dit qu'il n'a aucun problème à lui offrir un produit supérieur à ce qu'il a payé. Ensuite, il lui demande comment il compte transporter le grill géant, et Mukuda explique qu'il dispose d'une boîte à objets. Mukuda se demande s'il peut tester le grill avant, et Aels accepte qu'il l'essaie juste devant la boutique. Cette proposition le surprend, mais Aels lui rappelle qu'il pourra modifier le grill si Mukuda rencontre des problèmes lors de son utilisation. Fell pense également que c'est une excellente idée d'essayer le grill dès maintenant, car cela permettra de préparer un déjeuner plus rapide pour lui. Peu après, ils installent le grill à l'extérieur. Mukuda sort alors de grandes pièces de viande pour le barbecue. Alors qu'il dépose les énormes morceaux sur le grill, Dora et Sui deviennent impatients de goûter. Mukuda leur rappelle que comme il s'agit d'un grill, il ne peut pas ajuster la flamme autant qu'il le voudrait et qu'il doit donc faire attention à la cuisson de la viande. Pendant que Mukuda se concentre sur la cuisson, Aels place quelques saucisses sur un espace libre du grill, expliquant qu'il s'agit de ses saucisses maison spéciales. Il propose d'en offrir à Mukuda, ravi de déguster un autre délice. Mukuda, en retour, lui propose de goûter à son propre barbecue. Bientôt, la viande de Mukuda est parfaitement grillée et il la découpe en tranches avant de la servir à tout le monde. Fell est le premier à goûter, demandant immédiatement sa sauce à l'ail préférée pour accompagner le barbecue. Mukuda invite ensuite Aels à essayer, lui proposant une sauce au wasabi comme dip. Dès la première bouchée, Aels savoure le plat, trouvant que le wasabi rafraîchit le gras de la viande. Voyant Aels apprécier la sauce soja, Dora et Sui trempent également leur viande dans la sauce avant de la manger. Pendant que les autres mangent, Aels rappelle à Mukuda d'essayer ses saucisses. Mukuda accepte avec joie et prend une bouchée, savourant immédiatement le goût juteux et succulent. Puis, Aels sort sa boisson pour l'accompagner, mais Mukuda lui prend rapidement la bouteille. Il s'écarte un peu et sort son verre en mithril pour profiter d'une expérience plus raffinée. Avant de verser la boisson, il refroidit le verre avec de la glace fraîche. Une fois le verre froid, il verse une partie de la boisson, ajoute un peu d'eau gazeuse, remue le tout autour de la glace et décore avec un quartier de citron avant de le présenter à Aels. En dégustant le cocktail spécial, Aels le trouve absolument délicieux. En regardant à l'intérieur, il se demande d'où vient la glace cristalline, l'eau gazeuse et le verre en mithril. Mukuda est surpris que le nain reconnaisse le mithril, et Aels lui explique qu'il est le meilleur forgeron de toute la ville. Puis, Aels s'assoit pour finir sa boisson, se demandant comment un gourmet de la trempe de Mukuda a pu conquérir le dangereux donjon de la ville. Mukuda se demande comment il connaît son exploit, et Aels explique que tout le monde à Dolan sait ce qu'il a accompli. Surpris, Mukuda regarde ses compagnons monstres et se demande si attirer autant d'attention avec leurs exploits était vraiment une bonne idée. Quelques jours plus tard, Mukoda annonce au groupe qu'il prévoit de quitter Dolan. Fell n'y voit aucun inconvénient, mais lui propose de faire une dernière visite au donjon avant leur départ. Mukoda lui rappelle cependant que leurs exploits dans le donjon sont précisément la raison pour laquelle ils doivent quitter la ville. Ils sont devenus beaucoup trop célèbres. Fell reconnaît qu'il a raison et demande alors s'il peut simplement partir chasser seul pour rapporter de la viande. Comme Mukoda sait qu'il brûle d'envie d'en obtenir davantage, il accepte. Dora décide également de se joindre à Fell pour s'entraîner, et Mukoda leur dit qu'il en profitera pour préparer encore plus de saucisses pendant leur absence. Mukoda demande ensuite à Sui de l'aider à cuisiner pendant que les deux autres partent, ce que Sui accepte avec enthousiasme. Le slime saute dans ses bras et Mukoda se met en condition pour préparer de délicieuses saucisses. Avant que Fell et Dora ne partent, Mukoda leur donne un sac sans fond pour y stocker les monstres qu'ils chasseront. Il leur rappelle toutefois qu'ils ne pourront pas transformer la viande avant d'atteindre la prochaine ville et qu'ils ne doivent donc pas trop chasser. Tous deux acquiescent et s'en vont, laissant Mukoda commencer à cuisiner avec Sui. Il demande à Sui de fabriquer un embout spécial, puis sort passer commande de quelques fournitures via le supermarché en ligne. Mukoda commence par hacher de la viande à l'aide d'une machine, puis prépare des boyaux de mouton pour la recette.
Pendant que les boyaux se dessalent, il ajoute des épices à la viande hachée et la pétrit soigneusement. Ensuite, il fixe l'embout refroidissant à une poche à douille et y introduit la viande. Il enroule alors l'embout avec les boyaux de mouton et presse la viande pour former des saucisses bien enveloppées. Une fois les boyaux entièrement remplis, il façonne les saucisses pour leur donner une belle forme, prête à être cuite. Mukoda se met ensuite à les faire griller, satisfait de la façon dont elles cuisent. Lorsqu'une saucisse est prête, il en prend une bouchée et estime qu'elle est parfaitement réussie. En le regardant manger, Sui s'enthousiasme et veut absolument goûter. Mukoda lui donne donc le reste de la saucisse. Peu après, Dora et Fel reviennent de leur chasse, contrariés de voir que Mukoda a commencé à manger sans eux. Il leur explique qu'il ne faisait que goûter pour vérifier la préparation, puis leur demande comment s'est passée la chasse. Fel lui répond qu'il a fait une bonne récolte, mais qu'il y avait certains monstres qu'il n'a pas pu faire entrer dans le sac. Lorsque Mukoda va voir, il découvre un énorme tigre et un monstre rhinocéros déjà dépecé à proximité. Il rappelle à Fel qu'il ne devait pas chasser autant, mais le chien gourmand lui répond qu'il a simplement attrapé ces monstres parce qu'ils se trouvaient sur son chemin. Mukoda soupire, impuissant, avant d'offrir les saucisses cuites au duo affamé. Pendant que Fel et Dora goûtent chacun une saucisse, Sui continue de les dévorer à un rythme digne d'une véritable machine. Voyant que tout le monde apprécie le repas, Mukoda décide d'en goûter une lui aussi. Comme la saucisse est délicieuse, il commande une boisson au supermarché pour l'accompagner. Après le déjeuner, Mukoda et ses compagnons se préparent à quitter Dolan. Yuger et Elrond les escortent tous les deux jusqu'à l'extérieur de la ville, ce qui met Mukoda mal à l'aise, car il a l'impression de leur causer trop de soucis. Elrond est triste de les voir partir si tôt, car il voulait passer plus de temps avec Dora, même si le pauvre dragon est plutôt mal à l'aise face à lui. Mukoda rit nerveusement pour masquer les sanglots d'Elrond, mais l'elfe lui agrippe soudain les épaules. Avec un regard intense, Elrond lui rappelle de lui ramener tous les dragons qu'il chassera afin qu'il puisse les traiter correctement, et Mukoda lui assure qu'il comptera uniquement sur ses services. Comme Elrond sait aussi que Mukoda prévoit de visiter le Grand Océan, il lui demande même de lui rapporter un véritable léviathan. Mukoda se demande alors si même Fel est assez puissant pour vaincre un léviathan. Fel lui répond qu'il n'en a vaincu qu'un seul dans toute sa vie, visiblement surpris d'avoir réellement réussi à le faire. Mukoda soupire, puis dit à Elrond qu'ils ne chasseront un léviathan que s'ils en croisent un par pur hasard. Cependant, Elrond ignore totalement cet avertissement et se met à fantasmer sur le dépeçage d'un léviathan entier, bavant presque à l'idée. Yuger dit à Mukoda d'ignorer cet homme dérangé et de partir avant qu'il ne dise quelque chose d'encore plus inquiétant. Après cela, Mukoda quitte les lieux avec son groupe, faisant des pauses durant le voyage pour dîner et se reposer. Au fil des jours, ils finissent par atteindre une nouvelle ville appelée Neyhoff, où les gardes deviennent immédiatement hostiles en voyant Mukoda et sa bande de cochons meurtriers. Heureusement, Mukoda possède une toute nouvelle carte de guilde de rang A, obtenue grâce à Elrond, ce qui lui permet de gagner la confiance des gardes. Une fois autorisé à entrer, Mukoda se rend auprès du maître de guilde de la ville, Goran. Surpris de voir en personne les familiers légendaires de Mukoda, Goran les accueille chaleureusement et leur sert du thé. Une fois installé pour en profiter, Goran demande à Mukoda s'il serait intéressé par quelques quêtes plus difficiles et de haut rang. Mukoda accepte, et Goran lui explique alors qu'il a 2 requêtes à lui confier. Tout d'abord, il révèle que certaines plantes maléfiques carnivores sèment le chaos dans la forêt entourant la ville. Mukoda devra donc s'en charger et les éliminer. Ensuite, Goran lui demande également de se débarrasser de plusieurs monstres cyclopes qui causent de sérieux problèmes sur les sites de fouilles de la ville. Comprenant bien les exigences de ces missions, Mukoda demande à ses familiers s'ils sont capables de s'occuper de ce genre d'ennemis. Fel et Dora trouvent ces monstres si faibles qu'ils s'ennuient presque à l'idée de les affronter, ne les considérant même pas comme une menace. Voyant à quel point tout le monde est confiant, Mukoda propose de partir chasser dès le lendemain. Cependant, comme il n'a pas encore d'endroit où loger, il explique à Goran qu'il cherche une maison convenable à louer pendant son séjour en ville. Goran lui suggère alors de se rendre à la guilde des marchands pour obtenir de meilleures informations. Un peu plus tard, Mukoda prend une carte et se dirige vers la guilde des marchands de la ville, où il remet une lettre de recommandation signée par Goran en personne. Peu après, le vice-maître de la guilde des marchands, Domenico,
sort pour l'accueillir. Après s'être présenté, Domenico demande à Mukoda s'il a besoin d'une grande maison afin d'y loger ses familiers. Mukoda acquiesce et précise qu'il n'en aura besoin que pour environ une semaine. Lorsqu'il propose de payer un montant généreux pour la location, Domenico lui présente une liste de 3 demeures disponibles qu'il peut visiter. En observant les maisons de 7 pièces, de 10 pièces et même de 13 pièces, Mukoda se demande laquelle il devrait choisir. Domenico lui conseille d'opter pour la maison de 7 pièces, expliquant qu'elle est suffisamment spacieuse pour accueillir ses familiers tout en étant proche du centre-ville. Il ajoute également que cette maison est une résidence de luxe, équipée d'une cuisine spéciale, d'une chambre de refroidissement magique et même d'une baignoire, ce qui pousse Mukoda à se décider immédiatement. Plus tard dans la soirée, après avoir récupéré les clés de sa nouvelle demeure, Mukoda entre dans ce manoir somptueux. Alors que ses familiers apprécient de pouvoir enfin dormir dans une vraie maison plutôt que dans une étable, Mukoda se sent un peu mal à l'aise, n'ayant jamais vécu comme une célébrité auparavant. Peu après, une fois installé dans le salon, Mukoda se dirige vers la cuisine pour l'examiner, se demandant ce qu'il pourrait bien préparer. Il décide de sortir quelques pommes de terre et des oignons afin de cuisiner tranquillement. Il ajoute ensuite des carottes et diverses épices, puis commence la préparation du repas. Après avoir sorti un gros morceau de viande, il décide de préparer un curry fait maison. Tout d'abord, il émince des oignons et les fait revenir doucement dans une marmite. Ensuite, il ajoute la viande, les pommes de terre et les carottes. Une fois tous les ingrédients réunis, Mukoda verse de l'eau pour le curry et retire les impuretés qui remontent à la surface. Il ajoute ensuite un bon bouillon de curry dans la marmite, remuant soigneusement pour que toutes les saveurs se mélangent et se dissolvent parfaitement. Pendant que Mukoda prépare le curry, les monstres s'approchent peu à peu, intrigués par cette nouvelle odeur alléchante. Comme aucun d'eux n'a jamais mangé de curry auparavant, Mukoda leur présente ce plat spécial. Après avoir servi le curry accompagné de riz dans les assiettes, il invite tout le monde à passer à table. Même s'ils hésitent légèrement au début face à cette saveur inconnue, dès que les gros mangeurs prennent une première bouchée, ils se mettent à dévorer le plat avec frénésie. Le curry est un peu épicé, mais cela ne les empêche pas de l'engloutir sans s'arrêter tant il est délicieux, alors que Mukoda craignait justement que les épices ne les rebutent. Il est soulagé et heureux de voir que ses familiers apprécient le curry sans aucun problème. Très vite, ils terminent leur première assiette et en redemandent aussitôt, ce qui pousse Mukoda à leur servir une seconde portion. Pendant que les monstres se jettent sur leur deuxième service, Mukoda s'assoit enfin pour savourer son propre repas. En goûtant ce curry à la fois doux et légèrement acidulé, il se félicite d'avoir choisi un niveau d'épices modéré. Après un moment, tout le monde termine son repas, pleinement satisfait. Une fois rassasiés, ils vont inspecter la grande salle de bain du manoir, ravis à l'idée de profiter d'une baignoire aussi spacieuse. Mukoda décide alors qu'il prendra désormais un bain tous les jours. Pendant ce temps, Fel rôde discrètement dans les coins, espérant passer inaperçu, mais Mukoda lui ordonne de prendre un bain lui aussi. Même si Fel tente de protester, Mukoda lui rappelle qu'il ne s'est pas lavé depuis un bon moment et que l'odeur du curry finira par empester sa fourrure, ce qui le convainc finalement d'accepter. Comme Fel déteste entrer dans la baignoire, il se contente de s'asseoir par terre pendant que Mukoda le frotte et le nettoie soigneusement. Le puissant chien savoure ce véritable lavage automatique offert par son esclave préféré, tandis que la mousse recouvre toute sa fourrure. Une fois le savon bien appliqué, Mukoda demande à Sui de lui apporter de l'eau chaude. Après avoir nettoyé son corps, Fel tente de s'éclipser discrètement de la salle de bain, mais Mukoda lui rappelle de laver aussi son visage graisseux. Peu après, Mukoda rince les restes de curry collés sur le museau malodorant de Fel, qui le remercie en secouant violemment toute l'eau sur son visage. Une fois sec, Fel s'éloigne avec toute sa prestance, prêt à faire une énorme sieste digne d'un cochon à la forme de Fenrir. Traumatisés par l'attaque d'eau du bain de Fel, Mukoda et les 2 autres finissent enfin par entrer dans la baignoire pour se laver à leur tour. Après avoir pris un long et agréable bain, ils se rendirent tous dans la chambre pour se reposer. Sui invita Mukoda à dormir à ses côtés, ce qui poussa Mukoda à grimper sur le lit king size et à s'y installer pour la nuit. Le lendemain, le groupe partit en direction de la forêt afin de chasser les plantes maléfiques. Mukoda demanda à Fel s'il pouvait les repérer, et celui-ci lui répondit qu'elles étaient dispersées un peu partout dans la zone. Puisque les plantes étaient éparpillées,
Mukoda décida de diviser le groupe en deux, afin d'accomplir la mission plus rapidement. Il demanda à Dora et à Fel de s'occuper des plantes situées plus profondément dans la forêt, mais Fel se demanda s'il s'en sortirait seul. Mukoda lui rappela qu'il serait accompagné de Sui, ce qui le laissa quelque peu déçu de ne pas pouvoir chasser aux côtés de Fel et de Dora. Il dit ensuite à Sui qu'il pouvait chasser autant de plantes qu'il le souhaitait, mais que lui voulait simplement voyager avec lui pour être protégé. Une fois que Sui accepta de l'accompagner, Mukoda donna à Fel un sac sans fond afin d'y stocker les pierres magiques laissées par les plantes maléfiques. Après le départ de Fel et de Dora, Mukoda sortit un flacon pulvérisateur, se demandant s'il pourrait lui être utile pour vaincre les plantes. En pensant à son plan secret, il se mit à sourire d'un air inquiétant, mais Sui l'arrêta brusquement dans une zone étrange. Mukoda remarqua plusieurs arbres brisés éparpillés alentour lorsque, soudain, des buissons se mirent à frémir et qu'une plante maléfique surgit. Mukoda demanda alors à Sui de se préparer au combat. Sui bondit aussitôt et fit littéralement fondre la pauvre plante, ce qui poussa le reste de sa famille à sortir pour la venger. Cependant, Mukoda décida d'en finir brutalement avec toutes en utilisant un puissant herbicide acheté en magasin, qui décomposa les plantes alors qu'elles étaient encore en vie. En voyant toute la famille effacée de l'existence, Mukoda célébra sa nouvelle arme. Très vite, encore plus de plantes maléfiques sortirent pour les attaquer. Mais Mukoda et Sui les arrachèrent toutes comme de simples mauvaises herbes. Une fois la horde géante vaincue, Sui avertit Mukoda qu'une plante gigantesque approchait. À cet instant, un énorme boss végétal maléfique à 3 têtes émergea de la forêt. Il envoya rapidement ses racines à l'attaque de Mukoda, mais celui-ci les repoussa grâce au spray d'herbicide. Cependant, le spray ne parvient pas à infliger suffisamment de dégâts, et la plante achève son attaque. Bien que Mukoda l'esquive de justesse, le mouvement le projette au sol. Les 3 visages du monstre se ruent alors sur lui, mais il réussit à les faire se flétrir avec davantage de spray, constatant que celui-ci reste efficace. Mukoda concentre ensuite ses attaques sur les racines et vient finalement à bout de la plante géante. Après le combat, il compte tous ses butins avec Sui. Pendant que Sui s'inquiète de savoir si Mukoda va bien, Fel et Dora reviennent bientôt de leur chasse. Il lui explique que, malgré le grand nombre de plantes maléfiques, ils ont pu toutes les vaincre sans difficulté. En entendant cela, Sui se montre déçu, car il espérait pouvoir tirer beaucoup plus de ses lasers piou-piou. Comme tout le monde a encore envie de se battre, Fel propose d'aller chasser les cyclopes afin de terminer les 2 quêtes. Mukoda est sous le choc, mais il se retrouve totalement impuissant face à l'enthousiasme général. Le groupe arrive sur le site d'excavation, où Fel et les autres anéantissent tous les cyclopes géants. Un peu plus tard, Mukoda rentre à la maison et tout le monde prend encore un bain. En sortant, Fel remarque que Sui a évolué une fois de plus. Surpris, Mukoda ouvre la fiche de statut de Sui et découvre qu'il est désormais classé comme un slime géant, doté d'une nouvelle compétence appelée giganticide. Mukoda demande à Sui s'il se sent différent, et le slime lui répond qu'il peut maintenant prendre une taille gigantesque. Satisfait, Mukoda lui dit qu'ils testeront cette nouvelle forme avant de se rendre à la guilde des aventuriers le lendemain. Il consulte ensuite les statistiques de Fel et remarque qu'il n'a pas beaucoup gagné de niveau. Fel lui rappelle qu'ils doivent explorer le donjon océanique, puisqu'il ne peut progresser qu'en affrontant des monstres plus puissants, ce qui effraie un peu Mukoda. Puis, il vérifie les statistiques de Dora et constate qu'il a gagné quelques niveaux lui aussi. Fel demande alors à Mukoda de regarder ses propres statistiques. Lorsqu'il le fait, Mukoda est stupéfait de voir qu'il a gagné un nombre conséquent de niveaux cette fois-ci. Il se demande s'il a progressé grâce aux plantes maléfiques, mais réalise ensuite qu'il possède une nouvelle compétence de double expérience. Choqué, Mukoda se demande d'où peut bien venir cette compétence et se souvient que ces fichus gamins du ciel voulaient qu'il monte de niveau afin d'obtenir encore plus de friandises. Fou de rage, il jure de leur passer un sacré savon pour avoir joué avec ses compétences la prochaine fois qu'ils l'appelleront.